À ce premier cours d'histoire économique, où vous allez pouvoir me voir dans le coin en bas à droite. Et alors, comme vous allez le constater, il n'y a pas vraiment de transparent. Alors, il n'y a pas vraiment de transparent pour une raison simple, c'est que cette image est trop grande et complètement inutile. Il n'y a pas vraiment de transparent pour une raison simple, c'est que en fait, comme le cours est écrit, c'est pas la peine de remettre le cours sous un autre format, tout est là. Donc, je ne vais pas complètement lire le cours, parce que ça vous pouvez le faire aussi bien que moi, mais en fait, je pense que moi j'ai deux rôles, d'accord ? Le premier, c'est si vous n'arrivez pas à lire le rôle, essayez de faire suffisamment de clown pour que ça vous intéresse. Et accessoirement, le deuxième, c'est répondre à vos questions. Donc, je vous encourage, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, à m'arrêter. Si je peux répondre brièvement, tant mieux. Si ça prend plus de temps, la direction des études de licence va mettre à notre disposition un amphi supplémentaire par semaine pour qu'on puisse faire des séances de questions-réponses, que le cours puisse avancer et que ceux qui ont envie de poser des questions puissent venir poser autant de questions qu'ils voudront. Voilà. Mais ça, donc, ceci dit, non pas pour botter en touche et pour dire les questions c'est dans l'amphi H, d'accord, mais pour dire des questions brèves, enfin, des questions auxquelles la réponse est brève, très bien. Des questions auxquelles la réponse est plus longue, je dirais, on verra ça en amphi dédié. Voilà, donc alors, première question, pourquoi histoire économique ? Alors, je peux même vous dire pourquoi histoire des faits économiques. Je crois que ça n'existe qu'à Paris 1, l'histoire des faits économiques, c'est parce qu'à Paris 1, il y a un fort département d'histoire de la pensée économique, et donc on considère que d'un côté il y a la pensée, c'est ce qu'on sait faire ici, et de l'autre côté il y a les faits, c'est tout ce qui échappe à la pensée, tout ce qui se distingue de la pensée, et donc il faut faire une histoire pour les faits économiques, mais en général, ce qu'on appelle ici l'histoire des faits économiques, c'est ce qu'on appelle de l'histoire économique. Et parler d'histoire économique sans précision, comme ça, c'est extrêmement présomptueux, d'accord ? Parce que d'habitude, quand on fait de l'histoire, on précise l'objet, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne dit pas « Bonjour, je viens vous faire un cours d'histoire », sous-entendu de l'univers depuis le début. Pas de place assise ici, les places assises sont dans l'amphi H, puisqu'il y a le même cours au même moment, et l'amphi est plus grand, donc il y a de la place. Voilà. Donc, pourquoi histoire économique ? Parce que, et pourquoi pas histoire économique de la culture du houblon dans la plaine flamande au XIVe siècle, comme tout bon cours d'histoire économique, d'accord, qui en général se cantonne, enfin, la plupart des livres d'histoire choisissent un sujet étroit. Là, j'ai l'air de prendre tout d'un coup. Pourquoi ? Parce que l'idée de départ du cours, c'est qu'il s'est passé dans l'histoire du monde un truc ces 500 dernières années. Ce truc, on peut l'exprimer soit d'une manière idéaliste, soit d'une manière matérialiste. D'une manière idéaliste, alors qui est quand même éminemment critiquable et discutable, etc. Mais il y a quand même en gros l'idée que vous êtes au courant qu'aujourd'hui il va y avoir une manif, d'accord ? C'est la grève des vendredis pour le climat. Bon, la grève des vendredis pour le climat, aujourd'hui, elle interpelle, comme on dit, les gouvernements, d'accord ? Donc, en gros, le mot d'ordre, c'est nous pouvons faire quelque chose pour changer le climat, ou du moins pour le remettre comme il était avant qu'on ait commencé à le changer. Ça, c'est la manifestation du fait que quelque chose a changé. Parce que si vous regardez comment on faisait il y a 200 ans ici, ou comment on fait encore dans beaucoup de pays quand le climat ne va pas, alors ici, ça prenait la forme suivante, on allait à l'église, on sortait la statue de la Sainte Vierge, on marchait en procession derrière en chantant des cantiques, et on s'attendait à ce qu'il pleuve, d'accord ? Donc concrètement, quand la nature n'allait pas, on allait chercher un intercesseur, c'est-à-dire en gros on faisait de la magie. Bon, et la magie, on peut continuer à faire de la magie, mais apparemment ça ne marche pas très bien, ou du moins, justement, ce qui a changé, c'est que maintenant, on a un discours de critique sur la magie qui consiste à dire qu'il n'y a plus de place dans l'amphi, le cours est dans l'amphi H. Il n'y a plus de place dans l'amphi, mais vous trouverez de la place assise dans l'amphi H, pour le même cours. Voilà. Donc, en gros, jusqu'à il y a un certain temps, quand on ne savait pas faire et quand on avait des relations avec la nature qu'on ne savait pas très bien comment régler, on faisait appel à la magie. Et il n'y a plus de place dans l'amphi, il faut aller dans l'amphi H. Bon, je ferme ma clé. Aujourd'hui, on a le sentiment que même les embarras de la nature sont de nature, si je puis dire, à être réglés par nous. Bon, donc ça, c'est une expression idéaliste de ce qui a changé. C'est que de fait, nous pensons maintenant que rien n'est trop difficile pour nous. D'accord ? L'exemple qui est donné dans l'intro, c'était l'exemple de ce que c'était que voler, d'accord ? Dans l'Antiquité, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, voler, c'est le privilège des oiseaux, d'accord ? Les hommes, ils ne sont pas censés voler. Les hommes, ils marchent à la surface de la Terre par destination. Et donc, quand ils essayent de voler, ça donne Picard, d'accord ? C'est-à-dire que, ok, ils réussissent à se mettre des plumes sur les bras, mais en fait, ils se rapprochent tellement du soleil qu'ils s'écrasent et ils se tuent. Et donc ça, c'est le signe que, quand vous essayez d'aller contre la nature, eh bien la nature se venge.
Ça, c'est de la pensée antique. La pensée antique, c'est on est enfermé dans des déterminations naturelles. La pensée moderne, c'est il n'y a pas de limite, on peut tout faire. On peut envoyer des gens dans la Lune, on peut les ramener, on peut les envoyer sur Mars, on peut détraquer le climat comme on veut, bref, tout il est possible. Tout il est possible, mais si vous voulez trouver une place assise, c'est dans l'amphi H, parce que l'amphi ici est plein. Voilà. Il y a le même cours dans l'amphi H. Bien, alors, ce sera quand même le leitmotiv. Tout ça pour dire qu'on verra à quelle heure les gens finissent d'arriver en retard. Mais donc, expression idéaliste de ce qui a changé dans l'histoire, c'est le sentiment donc que la nature est sous contrôle. Alors pas sous contrôle facile, d'accord, parce que régler les problèmes de réchauffement ou de changement climatique, c'est pas appuyer sur un bouton, mais on a le sentiment justement que c'est en notre pouvoir, alors qu'on avait le sentiment que ça ne l'était pas. C'est ça qui a changé. Maintenant, on peut avoir une expression plus matérialiste, c'est-à-dire plus facile à mesurer, parce que ce que je viens de vous raconter, c'est idéaliste dans la mesure où ça se touche pas. Et de fait, parce que ça ne se touche pas, c'est difficile à... Enfin, il va être difficile de mettre tout le monde d'accord là-dessus, en particulier parce que j'ai parlé de magie, j'ai parlé de ce qui était à notre portée, bref, des choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. Il n'y a plus de place dans l'amphi, mais il y a le même cours dans l'amphi H. Donc il faut aller dans l'amphi H. Voilà. L'expression, je vais vous parler de l'expression matérielle tout de suite, mais en gros, qu'est-ce que je vais essayer de faire avec qu'est-ce que nous allons essayer de faire dans les trois amphis, puisqu'on fait le même cours, à partir du même poly, d'accord? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire à partir de ce constat? On va essayer simplement d'abord de l'illustrer, d'accord? On va essayer de se donner des indices pour essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de se donner aussi des jalons pour mesurer concrètement ce qui a changé, donc là on sera plutôt du côté du matérialisme, puis on va essayer de se donner des explications, d'accord? Donc en gros, notre truc, ça va être qu'est-ce qui a changé au cours des 5 derniers siècles et pourquoi et comment. Bon, alors maintenant, le constat matérialiste, il est peut-être un peu plus facile à suivre, puisque si on regarde des indicateurs macroéconomiques de base au cours des 5 derniers siècles, il va de soi que le PIB par tête a considérablement augmenté partout, mais en particulier dans un certain nombre de pays qu'on va voir en détail. Et donc, pour faire ce constat sur les changements matériels qui ont été opérés au cours des 5 derniers siècles, alors pourquoi les 5 derniers? On va le voir, d'accord? Mais on va aller regarder des séries statistiques. Ces séries statistiques, elles ont été produites par quelqu'un qui s'appelle Angus Maddison, dans un volume qui s'appelle World Economy, a Millennial Perspective. Monsieur, je suis navré, mais il n'y a plus de place assise dans l'amphi. En revanche, il y a le même cours à la même heure dans l'amphi H. Donc vous trouverez peut-être de la place assise dans l'amphi H, mais il n'y en a pas ici. Voilà. Je vous en prie. Donc Maddison, c'était un historien économiste qui a produit des séries statistiques, donc en particulier des séries de PIB et des séries de population pour la plupart des pays du monde, entre moins 1000 et 2000. D'accord ? Alors évidemment, des séries de PIB entre moins 1000 et 2000, ça paraît un peu fantaisiste. On reviendra plusieurs fois sur la méthode. Concrètement, on n'a pas d'observation directe du PIB en 1000 avant Jésus-Christ. D'accord ? Donc la méthode qu'on va appliquer, c'est ce qu'on appelle la rétropolation, c'est-à-dire on prend le dernier PIB connu, on se donne un taux de croissance, et puis on calcule les PIB des années précédentes. Évidemment, c'est très approximatif. Il n'y a plus de place assise dans l'amphi, je suis navré. En revanche, il y a le même cours dans l'amphi H, qui est beaucoup plus grand, et donc normalement, il devrait y avoir de la place là-bas. Voilà. Quand je deviens chèvre, vous me débranchez. Et à cet égard, il faut qu'on s'arrête 5 minutes avant la fin pour laisser évacuer l'amphi. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Maddison ? Bien, pour vous montrer, j'ai bêtement copié-collé ce qu'il écrit dans son livre. Ces 3 tableaux-là. Donc dans ces 3 tableaux, qu'est-ce qu'il y a ? Alors je suis navré, là c'est en anglais, mais bon, c'est quand même assez vite traduit. Level and rate of growth of population. D'accord ? Donc le niveau et le taux de croissance de la population. Level and rate of growth of GDP per capita. Donc le niveau et le taux de croissance du PIB par tête. Et enfin, le produit des 2 précédents. D'accord ? Quand vous multipliez le PIB par tête par la population, vous obtenez le PIB tout court, et donc level and rate of growth of GDP. World and major regions. Alors, question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au PIB et pas à autre chose ? Vous savez que le PIB, ce n'est pas un indicateur satisfaisant. C'est pas un indicateur satisfaisant parce que, alors, il y a des critiques du PIB que vous ferez certainement dans le cours d'introduction générale à l'économie. Ces critiques du PIB, elles ont en particulier été manifestées par une commission que présidait Joe Stiglitz, qui s'est réunie il y a une dizaine d'années à Paris. Je suis navré, mais il n'y a plus de place assise dans l'amphi. En revanche, il y a le même cours dans l'amphi H qui est plus grand, donc vous y trouverez certainement de la place. Donc, cette commission dite SEN, Stiglitz, Fitoussi, qui a travaillé il y a une dizaine d'années, a effectivement fait une critique du PIB dont, on va le dire rapidement, le problème du PIB, c'est que vous mesurez toutes
toute la valeur toute la valeur ajoutée qui est créée dans une économie, d'accord? Donc en particulier, plus il y a d'embouteillage, plus les gens consomment d'essence, plus ils consomment d'essence, plus il y a de débit d'essence à la pompe, donc plus il y a de salaire versé, enfin, plus il y a d'argent qui est versé aux stations-service, qui crée effectivement de la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, elle est employée à quoi? À polluer. Donc on comprend bien que le PIB, ce n'est pas une mesure du bien-être, mais par rapport à d'autres indicateurs de développement, qu'est-ce que vous connaissez comme autres indicateurs de développement? Voilà. Mais alors quel est le problème de l'IDH? Qu'est-ce que c'est d'abord l'IDH? Oui, certes, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Voilà, s'il y a trois composantes, le PIB par tête, l'espérance de vie, et puis le dernier, c'est non pas exactement le niveau de scolarisation, mais c'est le taux d'alphabétisation. Alors vous voyez tout de suite que le PIB par tête, c'est analogue au PIB par tête, mais le problème du taux d'alphabétisation d'une part, et de l'espérance de vie d'autre part, c'est que ce sont des choses qui réagissent, qui évoluent évidemment très lentement, puisque c'est des effets de stock. Quand je dis c'est des effets de stock, ça veut dire que pour changer l'espérance de vie, il faut avoir un impact sur toute la population qui ne va pas se voir tout de suite. Et donc en gros, l'intérêt du PIB, c'est qu'il réagit à court terme aux politiques économiques ou aux crises économiques. Et donc de fait, le PIB, même si ça ne mesure pas forcément les bonnes choses, ça a l'avantage d'être réactif. Et donc c'est pour ça qu'on le considère, non pas comme la fin dernière, mais avec l'idée que même si ça ne mesure pas tout à fait ce qu'on voudrait mesurer, l'idée du PIB, c'est qu'il est produit par des personnes à destination de la consommation des personnes. Et donc, s'intéresser au profil de PIB par tête, c'est s'intéresser à la production de valeur ajoutée par tête dans une économie, mais donc à la quantité de production qui va pouvoir être répartie entre les membres de cette économie. Il y a l'idée que plus on a de PIB par tête, plus on peut consommer. Et donc, même si consommer, ce n'est pas une fin en soi, au moins ça laisse le choix. Voilà. Donc, c'est une mesure des opportunités, même imparfaite. Bon, alors quand on regarde ces mesures de PIB sur le très long terme, donc qu'est-ce qu'on voit? En fait, Madison distingue en gros deux groupes de pays. Il distingue Western Europe, donc l'Europe occidentale. Je ne vous fais pas de dessin sur ce que c'est que l'Europe occidentale, d'accord? C'est à peu près l'Union européenne. Ou plutôt, quand il écrivait, en 1998, c'était, on va dire, les pays de l'OTAN en Europe. Ce qu'il appelle Western Offshoots. Offshoots, c'est ce qui, dans une plante, repousse plus loin, d'accord? Donc en français, ça s'appelle un drageon. Bon, ce qu'il appelle donc les drageons western occidentaux, donc les drageons européens, c'est en fait les Européens qui sont partis d'Europe et qui ont été refaire des pays qui ressemblent à l'Europe ailleurs. Donc concrètement, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et le Japon, et il met ça dans les pays du groupe A. Et puis il y a une série de pays qui met dans le groupe B. Alors on va voir pourquoi il y a le groupe A et le groupe B, comment est-ce qu'il les distingue. Et dans les pays du groupe B, il y a l'Amérique latine. Donc l'Amérique latine, ça commence au Mexique, même si par ailleurs le Mexique est un pays d'Amérique du Nord. Ensuite, il y a l'Europe de l'Est et l'ex-URSS. Donc l'Europe de l'Est, on va dire que ça commence à l'Oder, d'accord? Donc ça commence à la Pologne. Et puis c'est tout ce qui est à l'Est. Ensuite, il y a l'Asie, sauf le Japon, donc y compris le Moyen-Orient. Ensuite, il y a l'Afrique, d'accord? Et tout ça, tous ensemble, ça fait les pays du groupe B. Bon, alors pourquoi est-ce que pays du groupe A, pays du groupe B? En fait, si vous voulez, quand on regarde les deux premiers tableaux, les choses ne sont pas évidentes. Mais on va les regarder un peu plus en détail, d'accord? Et puis surtout, avant de les regarder un peu plus en détail, on va se dire quand même que si mon propos, c'est vraiment de se dire qu'il y a quelque chose qui a changé au cours des 500 dernières années, c'est pas là-dessus qu'on va bien le voir. Et de fait, les tableaux sont insatisfaisants à deux points de vue. D'abord parce qu'on n'individualise pas les 500 dernières années. C'est-à-dire que là, on a 1000, 1820, 1998. Et puis parce que les fans d'actualité vont dire oui, mais on s'arrête en 1998. Et ça, c'est complètement contingent au fait que vous avez pris Madison. Alors aujourd'hui, on n'est pas en 1998, on est en 2019. Certes, mais enfin, d'un autre côté, on fait un cours d'histoire économique. Donc faire un cours d'histoire qui s'arrête il y a 20 ans, c'est pas absolument dramatique. D'autant que pour les besoins de la démonstration, on n'a pas besoin des 20 dernières années. Quand j'étais à votre place dans cet amphi, le prof d'histoire économique, c'était il y a une trentaine d'années, le prof d'histoire économique avait écrit un manuel d'histoire économique qui s'appelait Histoire économique 1000-2000. Personnellement, ça me paraît plutôt choquant de parler d'inclure dans l'histoire l'avenir, plutôt que de louper les 20 dernières années. Bon, ça c'était pour la blague, mais de façon générale, si ce qui nous intéresse, c'est ce qui a changé au cours des 500 dernières années,
c'est pas les 20 dernières années qui vont être fondamentales, parce qu'en gros, qu'il n'y ait pas d'iPhone avant 1998, vous le saviez. Bon, d'accord. Donc voilà. Mais en revanche, le fait qu'il manque les articulations, donc les dates sur lesquelles on veut s'appuyer pour dire que quelque chose a changé, finalement, on peut le considérer comme une opportunité plutôt que comme un problème, puisque ça nous permet de manipuler un peu les données pour comprendre en partie comment elles sont construites. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire par manipuler les données? Ben, puisque on n'a pas des dates qui pourraient être des dates charnières, il va falloir qu'on rajoute des colonnes dans ce tableau. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va rajouter des colonnes dans ce tableau? Ben, la première manière de faire, ça va être de faire une interpolation. Alors, je le mets pour indication. Bon, en fait, on ne fait pas un cours de stats descriptif, d'accord? Ça, je laisse ça à Jérôme Blachamp, et puis à Patricia Loretti, et puis à tout le monde. Mais il n'empêche qu'on peut quand même dire que, si, il doit rester un tout petit peu de place dans l'amphi, puisqu'il y a 2 personnes qui sont parties. Vous faites donc bien de venir vous installer. Bien, donc je ne vais pas faire des stats, donc je ne vais pas rentrer dans la définition des formules, mais je vais juste vous expliquer le truc. Le truc, c'est qu'en gros, quand on ne sait pas comment évolue une quantité entre 2 dates, d'accord? C'est-à-dire que là, on imagine qu'il y a une vraie courbe, c'est celle qui est effectivement une courbe, mais la vraie courbe, on ne la connaît pas. La trajectoire de PIB, la trajectoire de population du monde entre l'an 1000 et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que c'est. Tout ce qu'on a, c'est quelques points. Alors, quelques points dont certains sont à peu près connus, d'accord? C'est-à-dire que la population du monde en 1820, c'est pas très connu, mais en 1950, on commence à voir à peu près où on en est. Et puis, on a quelques autres points d'ancrage. Donc, ce qu'on peut faire quand on ne connaît pas la forme de la courbe, c'est qu'entre les points d'ancrage, on trace une corde, d'accord? Donc ça, c'est la ligne droite. Et puis, quand on veut connaître la valeur de la quantité qui nous intéresse, donc c'est ce qui est figuré sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on fait? On part de la date qu'on veut sur l'axe des abscisses, qui est le point du temps qui nous intéresse. On prend la perpendiculaire qui va couper la courbe interpolée. La vraie courbe, on ne la connaît pas, d'accord? Donc on ne peut pas faire la première ligne pointillée, parce qu'on ne sait pas ce qu'est la vraie courbe. Mais au moins, même si on ne connaît que 2 points de la vraie courbe, on peut tracer cette corde qui nous permet d'avoir une valeur interpolée. Mais comme vous le voyez ici, la valeur interpolée, elle est tout à fait fausse par rapport à la valeur vraie. D'accord ? Elle est tout à fait fausse, mais d'un autre côté, ça nous donne une petite idée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une interpolation linéaire. Pourquoi ? Parce que c'est une interpolation, ça veut dire qu'on est entre les 2 pôles, d'accord, inter en latin, et c'est linéaire. Pourquoi ? Parce qu'on trace une ligne droite. Bon, donc même si ça ne va pas forcément très bien, alors en fait, ça va surtout d'autant plus mal que les taux de croissance sont élevés, ou bien que vous considérez des périodes très longues, même avec des taux de croissance faibles. C'est-à-dire que pour le dire autrement, plus la courbe que vous considérez est concave ou convexe, d'accord, enfin, en gros, moins elle est linéaire, plus vous allez vous tromper. Mais il n'empêche qu'on peut quand même voir comment ça marche, même si ça ne marche pas très bien dans le cas présent, parce que si en revanche on prenait 2 dates qui étaient séparées d'une cinquantaine d'années où il y avait un taux de croissance faible, cette méthode marcherait bien. Bon, alors comment est-ce qu'on fait quand on veut interpoler linéairement? On peut écrire par exemple alors, si je considère, je veux maintenant rajouter 2 dates. Pourquoi rajouter 2 dates 1750, parce qu'on va dire arbitrairement que c'est le début de la révolution industrielle, et puis 1939, parce que c'est en gros l'état du monde avant la décolonisation. Donc on va essayer, par rapport aux extrêmes qu'on a pour l'instant chez Madison, que sont 1000 et 2000, on va se donner 2 dates intermédiaires, juste pour illustrer comment ça marche les interpolations. Et donc comment ça marche une interpolation? On écrit que, en fait, la valeur de la quantité qui nous intéresse en 1750, que ce soit le PIB, la population, le PIB par tête, ce que vous voulez, c'est la valeur que ça avait en l'an 1000, plus le coefficient directeur de la droite qui va de 1000 à 1820, pardon, qui va de 1000, oui, à 1820. Là, on va pas prendre la valeur jusqu'en 2000, mais seulement les 2 points les plus proches. Donc ça, c'est x 1820 moins x 1000, multiplié par quoi? Pardon, d'ailleurs, c'est pas la valeur du coefficient directeur, excusez-moi. X 1820 moins x 1000, c'est en fait tout simplement la distance en abscisse, d'accord? La proportion de l'intervalle, pardon, c'est la longueur totale de l'intervalle sur laquelle on interpole. Et qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une quantité de la différence de la variable entre 1000 et 1800 qui est proportionnelle à cette longueur. Bon, et donc tout simplement, on écrit que la valeur de la quantité qui nous intéresse en 1750, c'est la valeur de cette quantité en l'an 1000, multipliée par la différence de cette quantité sur toute la période, fois la proportion de l'intervalle
d'accord, qui est 1750 moins 1000 sur 1820 moins 1000, puisque 1750 moins 1000 sur 1820 moins 1000, c'est ça qui est bien la proportion de l'intervalle qui nous intéresse. Ceci dit, tant qu'à faire des graphiques, j'aurais pu faire un graphique qui illustre exactement le calcul, ce qui serait pas plus bête. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine fois. Bon. Donc on peut faire une interpolation linéaire, et de fait la formule est assez évidente, mais évidemment ce qui ne va pas dans l'interpolation linéaire, c'est que c'est linéaire, et donc dans le cas présent, comme je vous l'ai expliqué, on se trompe beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement parce que c'est une manière d'illustrer la méthode, d'illustrer une méthode, et une méthode qui est un tout petit peu moins compliquée que la suivante, qui a le mérite d'être plus précise, mais qui est un peu plus complexe, qui est une méthode d'approximation exponentielle, cette fois-ci, où au lieu de faire comme si on avait, au lieu de tracer la corde d'une courbe, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un taux de croissance moyen, d'accord? Donc le taux de croissance moyen, c'est quoi? C'est le rapport entre la dernière année et la première année de l'intervalle de temps. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on applique en fait à la première année de l'intervalle le taux de croissance moyen multiplié par un nombre d'années, qui est en fait la proportion de l'intervalle sur lequel on s'attend à ce que la quantité varie. Bon, donc quand on fait comme ça, au lieu d'appliquer une croissance linéaire, on applique une croissance exponentielle. Du coup, ça va permettre de rattraper la concavité de la courbe, d'accord? Mais, d'ailleurs, c'est pas la concavité, c'est la convexité de la courbe, pardon. Mais même si on rattrape la convexité de la courbe, ce qu'on ne peut pas rattraper, c'est le fait que vous voyez que sur ce graphique-là, le taux de croissance de la courbe, il n'est pas toujours le même. Ça croît lentement, et puis ça décroît, et puis ça croît plus vite. Donc, même si vous faites une approximation comme celle-ci, vous allez en fait vous tromper, tout simplement, parce que vous allez appliquer un taux de croissance qui est toujours le même, un taux de croissance moyen, sur une période dans laquelle le taux de croissance peut varier. Bon, d'accord. Une fois qu'on a dit ça, quoi? Une fois qu'on a dit ça, on va se dire simplement que, en fait, les approximations que je peux faire là, ça c'est des approximations qui sont faites de manière linéaire. Et oui, si je fais ces approximations linéaires, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, par exemple, je vais probablement massivement surestimer les populations. Là, c'est la population, d'accord? C'est le premier tableau. Donc ça, c'est une estimation par une interpolation linéaire de la population en 1750 et en 1939. Donc si j'applique cette première méthode pour me donner une estimation de la population en 1750, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en Europe de l'Ouest, la population en l'an 1750 est très proche de ce qu'elle est en 1820, et dans les dragons européens aussi. Or, c'est pas très crédible. Pourquoi? Parce que dans les dragons, justement, la croissance de la population étant très rapide, ce qui est à peu près certain, c'est qu'en 1750, la vraie population est beaucoup plus faible qu'en 1820. D'accord? Et d'autant plus que, en fait, entre l'an 1000 et 1750, la population a faiblement augmenté, parce que certes, il y a des Européens qui sont arrivés, mais ils ont aussi massacré les Indiens, de toute nature, d'accord? Pas seulement les Indiens d'Amérique du Nord, mais aussi les Indiens d'Amérique centrale et les Indiens d'Amérique du Sud. Enfin, un peu plus difficilement, puisque ceux-ci étaient plus difficiles à massacrer, vu qu'ils vivaient pas. Ils vivaient, pour l'essentiel, dans la forêt. Donc cette méthode n'est pas satisfaisante, on l'a dit, et ce qu'on voit, c'est qu'elle a tendance, en fait, à surestimer la croissance au début de la période et à la sous-estimer à la fin de la période. Bon, donc on essaye notre méthode exponentielle, et on essaye notre méthode exponentielle, d'autant plus qu'on se rend compte qu'en fait Madison nous donne des dates intermédiaires, et que j'ai fait tout ça juste pour pouvoir expliquer d'où sortaient mes taux de croissance. Mais si je vous ai parlé de cette méthode d'interpolation exponentielle, ce n'était pas juste pour le plaisir, c'est aussi pour vous faire comprendre que en fait, c'est comme ça que Madison a lui-même calculé la plupart de ses quantités, puisque comme je vous l'ai dit, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une rétropolation à partir de la dernière valeur connue. Donc concrètement, le PIB en France, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne le mesure pas avant les années 1850, mais pour donner des chiffres de PIB avant 1850, on part de 1850, on choisit un taux de croissance, et on calcule à l'envers les PIB des années précédentes. Alors après, on peut changer le taux de croissance quand on pense qu'il y a matière à changer le taux de croissance, par exemple pendant les guerres napoléoniennes ou avant les guerres napoléoniennes, etc. Bon, alors, donc, fort de ce premier tableau, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut se dire que si on compare ces deux tableaux-là, on voit effectivement comment la première estimation conduisait à une surestimation de la population des dragons et de l'Amérique, et de l'Asie hors Japon. Pourquoi? C'est en gros, la méthode linéaire, elle conduit à la surestimation des quantités qui croissent vite. C'est-à-dire que
Si on regarde dans le premier tableau, quand j'avais fait une estimation avec une interpolation linéaire entre 1820 et 1998, pour l'année 1939, je trouvais 220 millions pour les Dragons, d'accord, et 2 milliards et demi pour l'Asie hors Japon. Et maintenant, quand je fais une approximation exponentielle avec les bonnes valeurs, je trouve plus que 157 millions pour les Dragons au lieu de 217 millions, et la moitié de la quantité que je trouvais pour l'Asie. Bon, donc de fait, l'approximation linéaire, quand on prend des taux de croissance très élevés ou des périodes très longues, on se trompe beaucoup. D'accord ? Il faut le savoir. Bon, encore une fois, de toute façon, à peu près tout ce qu'on dit est faux, on se trompe à peu près en permanence. La question, c'est pas de se tromper ou de ne pas se tromper, c'est de savoir de combien on se trompe. D'accord ? Et c'est pour ça que la confiance en soi, c'est bien, mais même si on est très confiant en soi comme Donald Trump, il faut quand même savoir jusqu'où on raconte n'importe quoi, ce que Donald Trump apparemment ne sait pas. Et donc vous pouvez dès maintenant être supérieur au président des États-Unis en ayant une idée de la mesure dans laquelle vous vous trompez. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir reprendre les tableaux de Madison en ayant ajouté ce qui nous manquait, d'accord ? C'est-à-dire que tout à l'heure, Madison, il nous disait 1000, 1820, 1998, et pour lui, 1820, c'était en gros, c'était comme ça qu'il marquait la révolution industrielle. Nous, on va plutôt prendre 1750, parce que pour nous, c'est la révolution industrielle, c'est le démarrage de la révolution industrielle en Angleterre, et donc c'est peut-être là que ça a du sens d'essayer de regarder ce qui commence à changer. Et puis j'ai rajouté 1500 aussi, pourquoi ? Parce que 1500, c'est le symétrique de 1750 par rapport à 2000, donc en gros, c'est comment ça se passe de l'autre côté de la révolution industrielle à la même distance que nous, puis parce que c'est aussi la date des grandes découvertes. Alors vous allez me dire, ah ben non, c'est pas 1500, c'est 1492, d'accord ? Mais oui, on se trompe toujours, la question c'est de savoir de combien on se trompe. En l'occurrence, si je vous dis c'est 1500 et pas 1492, je me trompe de 8 ans, c'est pas un problème considérable, du moins pour les besoins de la cause, d'accord ? Pour calculer les taux de croissance, sur 500 ans, on n'est pas à 8 ans près. Bon, donc, maintenant, on voit ce qu'il en est entre 1500. En gros, ce qui va nous intéresser, c'est de voir 1000, 1500, 1750, 2000, d'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? Bah, si on regarde des quantités, ça va être compliqué parce que c'est pas les mêmes unités, d'accord ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a des pays du groupe A et des pays du groupe B ? Bah, on se dit que les pays du groupe A, ils sont passés de 35 millions à 837 millions, donc ça doit être multiplié par 25. Les pays du groupe B, ils sont passés de 233 millions à 5 milliards. C'est multiplié par un peu moins de 20. Ok, il y a une différence. C'est pas absolument ça qui saute aux yeux. C'est pas absolument ça qui saute aux yeux parce que un tableau par niveau, on n'en fait pas grand-chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt regarder un tableau en termes de taux de croissance ? Ah si, alors, comment on fait pour calculer les taux de croissance ? Bah, en fait, on avait implicitement la réponse ici, c'est-à-dire que vous faites dernière année divisé par première année, et vous prenez la racine, racine égale du nombre d'années, d'accord, et puis vous retirez 1, et ça vous donne les taux de croissance. Bon, alors les taux de croissance annuels moyens des populations, qu'est-ce que c'est ? Ben, on voit que dans la période 1000-1500, ces taux de croissance annuels moyens des populations, ils sont à peu près les mêmes partout, enfin, surtout, je veux dire, compte tenu de la marge d'erreur, d'accord, allez dire, ah ouais, non mais attendez, c'est pas pareil, parce qu'en Europe de l'Est, ils sont de 0,16, alors qu'en Afrique, ils sont de 0,07, d'accord, enfin, en même temps, les recensements en Afrique en l'an 1000 n'étaient pas d'une qualité telle qu'on est absolument sûr qu'il y ait vraiment une différence de 0,09 points de pourcentage, d'accord. Mais en gros, l'ordre de grandeur, il est à peu près le même partout, entre l'an 1000 et 1500, et il est très faible, d'accord, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 0,1% par an. Pendant la période suivante, on a l'impression que ça augmente un peu, d'accord, parce que l'Europe est à 0,22%, l'Europe du côté de l'Ouest, à 0,28% du côté de l'Est. Bon, c'est pas... Là encore, compte tenu des incertitudes sur la mesure, ça crève pas les yeux. En revanche, en 1750-1930, enfin entre 1750 et 1939, il se passe un truc, c'est que, en gros, en Amérique, on passe à 2% au nord et 1% au sud. Et là, ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux d'abord parce que entre 0,07% et 2%, là, je fais quand même une différence. Puis surtout qu'on parle quand même d'une période qui dure 200 ans. Donc 2% de croissance de la population par an pendant 200 ans. Quand on regarde là ensuite, ça veut dire qu'entre 1750 et 1939, on est passé de 4 millions à 153 millions. Là, ça fait quand même du monde, d'accord ? C'est-à-dire que, de fait, la population a été multipliée par 40, ou pas loin. Une population multipliée par 40 en 200 ans, il se passe quelque chose. Bon, il se passe quelque chose, mais c'est juste le début du diagnostic. Et puis on voit aussi que, en fait, pendant la période suivante, voilà, à peu près tout le monde se met à avoir des taux de croissance importants. Bon, manifestement, entre 1750 et 1939, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'on est passé du côté de la croissance,
mais cette croissance, elle est surtout très forte dans les drageons. Et bon, elle se maintient, en fait, elle est moins forte dans les drageons ensuite, mais elle se maintient à des rythmes, à des taux importants depuis 1750. Donc le premier truc qu'on peut voir qui se serait passé, non pas depuis 1500, mais certainement depuis 1750, c'est que le rythme d'augmentation de la population, qui était insignifiant, devient rapide. Bon. Qu'est-ce qu'il en est des autres quantités qu'on a regardées et est-ce qu'on peut donner des débuts d'explication d'abord? Entendons-nous, ce qui fait que l'augmentation de la population des drageons européens d'un côté et de l'Amérique latine de l'autre, ce qui fait qu'elle est plus forte qu'ailleurs, c'est en partie l'immigration européenne. C'est que de fait, vous savez tous et toutes qu'il y a des Irlandais qui sont venus s'installer en Amérique parce qu'ils crevaient la dalle en Irlande, et qu'il y a des Espagnols et des Portugais qui ont été s'installer en Amérique latine. Est-ce que c'est ça tout seul qui fait l'augmentation de la population? Non, parce que c'est pas seulement l'immigration. D'abord parce que l'immigration, elle est compensée en partie par la disparition des populations allogènes. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains meurent soit parce que, les populations autochtones américaines, dont on peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure elles sont autochtones, puisque vous savez que la population de l'Amérique du Nord et du Sud, c'est probablement des Asiatiques qui ont traversé le détroit de Bering vers 12 000 avant Jésus-Christ. Il y a probablement eu d'ailleurs deux vagues, une en 12 000, l'autre en 7 000 avant Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que c'est des populations? Ils étaient là avant, on va dire, d'accord? En gros, ceux qui étaient là avant les Espagnols, ils ont un double problème. D'abord, c'est qu'ils sont sensibles aux maladies des Européens, et puis en plus, comme si ça ne suffisait pas, les Européens prennent souvent un malin plaisir à les massacrer. Donc de fait, la population baisse en contrepartie. Et donc, ce qui fait que la population de l'Amérique augmente, c'est pas seulement qu'il y a des immigrants, c'est aussi que ces immigrants vont se reproduire rapidement. Bon, et pourquoi est-ce que ces immigrants vont se reproduire rapidement? On peut considérer que c'est en partie lié à la croissance du PIB. Alors, sauf que pour mesurer le PIB, c'est un peu plus compliqué que pour mesurer la population, d'accord? Parce que la population, une personne humaine est à peu près toujours une personne humaine, d'accord? Alors, si vous la coupez en deux, par exemple, elle marche moins bien, vous voyez? Elle peut marcher pendant un certain temps, mais en général, au bout d'un certain temps, elle marche effectivement plus du tout. Donc, il n'y a pas de problème de mesure de ce que c'est que la population. Alors que le PIB, il y a un peu plus de problème de mesure que de ce que c'est que le PIB, parce que $1 aujourd'hui, c'est pas $1 dans 10 ans, et c'est pas $1 il y a 10 ans, c'est pas le même dollar, donc il ne mesure pas la même chose. Premier problème. Et si on essaye de se donner un panier de consommation pour mesurer, si vous voulez, dans le temps, en volume, et non pas simplement en valeur courante la consommation, le problème c'est que le panier de consommation, il change. Bon, d'accord, donc du coup, on fait des indices de prix chaînés. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez faire ça en économie, en introduction générale économique. Mais l'idée, c'est que là, ce qu'on va mesurer, c'est qu'on va mesurer la production, non pas en dollars de l'époque, d'accord, parce que les dollars de l'époque en l'an 1000, c'est un peu compliqué, d'accord. Donne-moi des dollars de l'an 1000 en Allemagne, il n'y a pas. Mais on va faire un panier de consommation fictif, dont on va se dire qu'il va nous permettre de mesurer le taux de change réel, donc le pouvoir d'achat de la monnaie. Et alors, dans ces conditions, on va se dire que le PIB mesuré comme ça, il est ce que j'ai calculé là. Et encore une fois, si on regarde le PIB dans l'absolu, on ne mesure pas grand. Enfin, on ne sait pas très bien ce que ça signifie, donc on va plutôt regarder les taux de croissance du PIB. Enfin, on voit tout de suite quand même que du côté des drageons, là encore, il se passe un truc, puisqu'en 1750, leur PIB, c'est 2,6 milliards de dollars 1990. Ça veut dire en gros que tout ce que les drageons européens ont produit pendant l'année 1750, ça permettrait en 1990 d'acheter 2,6 milliards de marchandises. Bon, si on l'avait mis en réserve, ou du moins si on avait un moyen d'échange qui permettait de transférer les marchandises de 1750 vers les marchandises de 1990, ce qui n'est pas très historique, mais enfin bon, c'est une métrique comme une autre, et qu'en 1939, c'est plus 2,6 milliards qu'ils ont produit, mais c'est 1200 milliards. Donc là, ce coup-ci, en 200 ans, tout à l'heure on avait dit que la population a été multipliée par 40, là manifestement la production a été multipliée par 500, donc elle a progressé encore plus rapidement. Donc, puisque ce qui va nous intéresser, c'est le progrès de la production, on va quand même regarder des taux de croissance. Et donc, les taux de croissance, ils nous disent quoi? Ils nous disent que les taux de croissance du PIB, ils sont totalement insignifiants entre 1000 et 1500, ça on s'en doutait. Qu'entre 1500 et 1750, là encore, il n'y a pas un truc qui crève les yeux. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais par rapport à 0,06%, dans les drageons européens, entre 1000 et 1500, on est à 0,34% entre 1500 et 1750. Encore une fois, oui, d'accord, certes, le taux de croissance a été multiplié par 6, mais on a tellement d'incertitudes là-dessus que on ne va pas en faire un foin, d'accord. En revanche, quand, pendant la période suivante, il passe à 3,30%
sur 200 ans et qu'il reste à 3,36% sur les 60 années suivantes, là, on peut dire qu'il se passe vraiment un truc. C'est-à-dire qu'il se passe vraiment un truc. Pourquoi? Parce que passer de 0,3% à 3%, sur une période de 200 ans, ça fait une différence considérable. Donc, de fait, la croissance du PIB par tête, elle se met à décoller, d'abord dans les drageons, enfin, je veux dire, en termes de magnitude du phénomène, c'est les drageons qui sont en tête, et puis l'Amérique latine, d'accord, puisque pendant la période 1750-1939, c'est eux qui ont le taux de croissance le plus élevé. Et puis, quand même, le reste de l'Europe et le Japon suivent à peu près entre 1750 et 1939, alors que, si on regarde le reste de l'Asie d'un côté et l'Afrique de l'autre, c'est moins évident. Et puis ensuite, pendant la dernière période, celle qui commence en 1939, là on a l'impression que tout le monde se met à croître à des taux importants, d'accord, sauf l'Europe de l'Est qui est peut-être un peu en retard. Bon, donc, si on regarde les taux de croissance, là il y a vraiment, manifestement, une fracture qui se produit entre 1750 et 1939. Mais, après tout, entre le Japon qui croît à 1,05% et l'Afrique qui croît à 0,9%, on ne voit pas très bien pourquoi on met le Japon d'un côté et l'Afrique de l'autre. Et donc, si on veut y voir plus clair, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le quotient des deux tableaux précédents, d'accord, c'est-à-dire le quotient du PIB par la population qui va nous donner le PIB par tête. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au PIB par tête? Parce que le PIB par tête, c'est donc la valeur ajoutée qui est produite dans une économie, dans un ensemble géographique, par habitant et par an. Donc c'est une mesure des possibilités de consommation et d'investissement d'ailleurs, enfin, en gros des possibilités économiques pour la population de cette aire géographique. Bon, et là ce qu'on voit de manière manifeste, c'est qu'en l'an 1000, tout le monde part à peu près à égalité, parce que là encore, entre 415 $ en Afrique et 397 $ en Europe de l'Est, compte tenu de toutes les incertitudes, en gros l'idée c'est qu'on parle de minimum de subsistance, d'accord, on parle de 1 $ par jour, en gros. La consommation en l'an 1000 pour tout le monde, en moyenne dans le monde entier, c'est 1 $ par jour. Évidemment, là-dedans, il y a des riches, évidemment, il y a des miséreux, mais en moyenne, ça ne fait pas une grande différence. Il y a une grande différence entre les riches et les miséreux. Mais je veux dire, en moyenne, entre aires géographiques, il n'y a pas une grande différence. Alors, ce qu'on voit, c'est que la croissance du PIB par tête, elle est quand même réelle entre 1000 et 1500, dans la mesure où l'Europe s'est quand même détachée du reste. Même si ça n'apparaissait pas sur les tableaux précédents, quand on fait le quotient PIB par population, on se rend compte qu'en 1500, l'Europe est arrivée à un niveau qui est quand même spectaculaire parce qu'il n'est pas loin de 2 fois le reste du monde. Il n'est pas loin de 2 fois le reste du monde, en particulier il est 2 fois le niveau des drageons, mais il n'est pas loin de 2 fois l'Amérique latine ou de 2 fois l'Afrique. Donc il s'est déjà passé quelque chose en 1500 en Europe, mais ce qui s'est passé en 1500, ça va s'accélérer. Alors, pas de manière évidente entre 1500 et 1700, puisque le PIB, là on voit que le PIB par tête augmente de à peu près 50% en Europe, mais il augmente aussi d'à peu près 50% au Japon. Ah ben tiens, justement ce qui est intéressant, c'est qu'il n'augmente pas dans les pays du groupe B. Et donc en gros, les pays du groupe A, c'est ceux où ça commence à augmenter, le PIB par tête, entre 1500 et 1750. Alors que ça ne commence pas à augmenter entre 1500 et 1750 dans les pays du groupe B. Et puis, entre 1750 et 1900, si on regarde encore les pays du groupe A, on voit que le PIB par tête, il est multiplié par 4 en Europe, par 12 dans les drageons, ce qui est normal puisqu'on avait dit production multipliée par 500, population multipliée par 40, donc 500 divisé par 40 fait 12, par 2,5 au Japon. Alors, bon, vous serez tenté de dire, oui, mais il augmente à peu près autant dans les pays d'Amérique, enfin ça augmente à peu près au même rythme dans les pays d'Amérique latine ou les pays d'Europe de l'Est. Il y a juste l'Asie et l'Afrique qui sont en difficulté. Et alors c'est là que, en fait, il y a un premier instantané qui est intéressant. C'est-à-dire, si vous regardez le monde en 1939, en fait, vous avez l'impression que le monde en 1939, c'est quoi? C'est fondamentalement que les drageons sont très en avance sur le reste du monde. Les drageons, je vous rappelle, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En fait, ils sont au même niveau de PIB par tête que le Royaume-Uni. Et en fait, si vous regardez le monde en 1939, il y a les Anglais, les Européens, un peu les Japonais, d'accord? Et puis après, il y a le reste du monde. Et le reste du monde, y compris la Chine, d'accord? C'est-à-dire que, de fait, en 1939, l'Asie sauf le Japon, ils sont à peu près au même niveau de production par tête qu'en 1500. Et en fait, ils ne sont pas très loin de l'an 1000. Donc on a l'impression qu'ils n'ont pas progressé du tout. Alors que, comme on vient de le voir, les pays anglophones ont progressé de manière spectaculaire, puisque eux, ils sont à 17 fois, enfin pratiquement 20 fois le niveau de production qu'ils avaient en l'an 1000. Et le reste de l'Europe, c'est 10 fois. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, le monde vu de 1939, c'est... il y en a qui sont plus forts que les autres, c'est les Anglais.
Et puis, les Européens, c'est des demi-anglais, et le reste du monde, il ferait mieux de faire comme les Anglais. Ça, c'est quand même un truc étonnant. Alors, notre vision aujourd'hui, elle a un peu changé. Pourquoi? Parce que l'Asie, sauf Japon, s'est mise à croître, elle aussi. Et donc, l'Asie, sauf Japon, a rattrapé une partie du retard, si bien que, en termes de PIB par tête, l'Asie, sauf Japon, est maintenant à un niveau, elle est plus dernière de la course. D'accord? Mais, quand on regarde les choses en 1939, on les voit de manière assez différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, là, ce que je vous raconte, c'est purement historique, c'est-à-dire que j'explique rien. Mais c'est important quand vous voulez comprendre la façon dont les Européens voient le monde en 1939, et en particulier, c'est important quand vous voulez comprendre la mentalité coloniale, d'accord? C'est-à-dire que les Européens ont simplement le sentiment que eux, ils sont une race exceptionnelle parce qu'ils ont réussi à échapper à la condition qui était celle de l'humanité 1000 ans avant, et que les autres n'ont pas suivi, et donc eux, ils ont un truc de plus. D'accord? Alors, la différence rendue aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas juste un truc de plus, mais qu'on a eu un parcours historiquement différent. Et donc, du coup, ce dont on va parler, c'est pas de la supériorité de la race européenne sur le reste du monde, d'accord? Mais c'est de qu'est-ce que c'est que ce chemin qu'ont pris les Européens, et est-ce que le chemin des autres est si différent que ça? Et on va voir que c'est un peu plus compliqué que simplement une dynamique purement européenne. Bon, alors, j'ai oublié quelques petits détails en passant. J'ai oublié de dire que, en gros, ce qu'on voit d'intéressant, c'est qu'avant l'an 1000, avant 1500, la croissance du PIB par tête est à peu près nulle partout. Alors, ce qui est important, quand on dit la croissance du PIB par tête est à peu près nulle partout, ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps nulle. Ça veut surtout dire que les phénomènes cycliques sont en fait plus importants en amplitude ou en ordre de grandeur que la croissance elle-même. On a vu qu'il y avait une petite croissance. Mais cette petite croissance, elle dure un certain temps, et puis un bon tremblement de terre, une bonne tornade, ça vous nettoie 10 ans ou 50 ans de croissance. Une bonne famine. Bref, en fait, ce qui caractérise l'économie de l'humanité avant qu'on commence à prendre une trajectoire de croissance, c'est que les moments de croissance sont effacés par des cataclysmes. D'accord? Et donc, du coup, il y a une dimension cyclique. Et il y a encore des cataclysmes en Europe. Bon, alors la famine de la pomme de terre en Irlande en 1847-48, 2 millions de morts sur 8 millions d'habitants. D'accord? La dernière grande famine qu'on a eue en France, c'est la grande famine de 1693-1694. C'est 1,3 million de personnes qui meurent de faim, d'accord, sur une population de 20 millions d'habitants. 1,3 million de personnes qui meurent de faim en un an et demi, ça change un peu la vie sociale, quand même. D'accord? C'est-à-dire que vous imaginez que une personne sur 15 dans votre entourage meurt de faim. Bon, d'abord, ça veut dire que probablement vous devez avoir pas mal la dalle aussi, d'accord? Ou alors il faut vous planquer pour manger. C'est quand même des phénomènes majeurs. Et c'est ces phénomènes majeurs qui font qu'au bout du compte, il n'y a pas de croissance soutenue. Bon. La croissance de l'Europe entre 1000 et 1500, qui ne va pas de soi, mais qui apparaît quand même, ça donne l'idée qu'on a des choses qui se mettent en place. Mais on ne voit pas encore vraiment ce qui se passe, et ce qui se passe de manière évidente, ça se passe à partir de 1750. C'est là que les taux de croissance... Ah oui, je n'ai pas regardé les taux de croissance, mais c'est entre 1750 et 1939 que les taux de croissance de l'Europe font la différence. Enfin, des drageons, d'abord, font la différence. Mais de l'Europe aussi, parce que ce qu'on voit, c'est qu'entre 1750 et 1939, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et l'Europe de l'Ouest croissent au même taux. Et ça, c'est intéressant parce que l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et l'Europe de l'Ouest, aujourd'hui, vous dites l'Argentine, vous dites la Russie, vous avez quand même l'impression qu'ils ont un peu loupé le coche, quoi. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la Russie, c'est pas franchement... ils sont pas totalement dans la course. Ils sont dans la course pour faire des grosses bombes et des gros canons, ça d'accord. Mais en matière de développement d'Internet, de techniques de production verte, de progrès éco-efficient, tout ça, la Russie, c'est pas tellement leur truc, d'accord. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont un peu lâché la course. Mais en fait, la Russie et l'Argentine, en 1939, ils croissent au même taux de croissance que le reste de l'Europe de l'Ouest. Et donc, de fait, c'est une nouvelle caractérisation de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les Européens ont le sentiment que partout, les Européens réussissent. Partout, les Européens sont sur des trajectoires de croissance, de domination des nécessités et de la nature. D'accord? Alors qu'entre 1750 et 1939, le taux de croissance de l'Asie, c'est 0,2%, d'accord, du PIB par tête. Hein. Et le taux de croissance de l'Afrique, du PIB par tête, c'est 0,33%. Donc c'est pas négligeable, mais c'est la moitié de ce que c'est en Europe de l'Est. Bon, et puis le truc, c'est que, en fait, l'Europe de l'Ouest accroît son taux de croissance au XXe siècle, les drageons et le Japon aussi, et l'Amérique latine, elle l'accroît, mais
elle reste en deçà, et du coup, l'écart commence à se creuser, ou plutôt l'écart augmente entre les pays du groupe A et les pays du groupe B tout au long du XXe siècle. Bon, et donc c'est de ça qu'il va falloir qu'on rende compte, d'accord. Alors, si maintenant, au lieu de regarder juste les taux de croissance et le fait que, bon, ce qui caractérise le monde, c'est qu'en gros, l'Europe s'est mise à croître plus vite d'abord, et puis ensuite les drageons ont dépassé tout le monde, et puis il y a une partie de l'Europe qui s'est mise à aller moins vite que l'Europe occidentale. Donc si on regarde vraiment les niveaux, on va se dire, ok, tout le monde est à l'égalité en l'an 1000, tout le monde est à la subsistance en l'an 1000. Quand je dis tout le monde, ça ne veut pas dire toutes les personnes sur Terre, ça veut dire toutes les aires géographiques ont à peu près le même PIB par tête, mais partout il y a des riches et des pauvres. L'Europe a commencé à diverger, donc à avoir une trajectoire différente. Mon estimation, mais là on n'a pas de chiffres pour le dire, c'est que ce qui a probablement été la rupture, c'est la peste noire. Ça c'est un propos d'économiste, d'accord. Mais la grande peste de 1348, 49, même 50 pour les endroits les plus reculés, vous savez, c'est un tiers de la population européenne qui disparaît en un an et demi. Et quand vous faites disparaître un tiers de la population, mais que vous gardez le même capital productif, ben, évidemment, la productivité du travail augmente. Ça, c'est un vrai raisonnement d'économiste. Si la productivité du travail augmente, ça veut dire que le PIB par tête va augmenter. Quand le PIB par tête va augmenter, ben, les gens ont plus d'argent pour investir, enfin, ils ont plus d'argent pour consommer, donc il va y avoir... Les gens vont vivre plus longtemps parce qu'ils mangent mieux, il va y avoir plus de naissances vivantes et les enfants vont vivre plus longtemps aussi, mais aussi on va pouvoir plus investir. Et donc c'est probablement cette peste noire qui paradoxalement est une opportunité pour l'Occident. Donc, du coup, en 1750, on a vu la production par tête en Europe, elle est entre 1,5 fois et 2 fois le PIB par tête ailleurs. Mais c'est surtout là que l'écart va se creuser, puisque en 1939, le PIB par tête en Europe, il est entre 2 et 6 fois le PIB par tête ailleurs, d'accord. Il est 2 fois le PIB par tête en Europe de l'Est ou en Amérique latine ou au Japon, mais il est 6 fois le PIB par tête en Asie, sauf au Japon ou en Afrique. Et quant aux drageons, ils sont encore devant, puisqu'ils sont à 4 fois le PIB par tête moyen en Europe. Non, 2 fois, pardon. Bon, alors, donc, comme je vous le disais, à ce moment-là de l'histoire, on peut penser que, en gros, c'est l'explication de tout, c'est l'Angleterre. Et l'explication de tout, c'est l'Angleterre, c'est une explication qui est parfaitement reçue du point de vue littéraire, mais si elle est parfaitement reçue du point de vue littéraire, elle est parfaitement reçue du point de vue de la compréhension que le public cultivé a du monde, d'accord. Si un jour vous avez lu Robinson Crusoe, même si vous ne l'avez pas lu, vous devez quand même plus ou moins connaître l'histoire, mais Robinson, en gros, son bateau fait naufrage, il se retrouve tout seul sur une île, et qu'est-ce qu'il fait tout seul sur une île? Il recrée la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que, en fait, il recrée les institutions de la Grande-Bretagne. Donc il soupe, alors, il ne chante pas le God Save the King avant de se mettre à table, mais pas loin, d'accord. Mais il garde son uniforme d'officier de la marine britannique, il continue de manger avec un couteau et une fourchette, il continue de manger 3 fois par jour, il fait infuser des plantes pour se faire du thé, et quand il rencontre un sauvage, il est naturellement bienveillant à l'égard de cette pauvre créature, à qui il apprend les usages de l'Empire britannique, d'accord. Puisque c'est ça, être un homme, c'est être britannique. Et du coup, même si c'est un peu compliqué parce qu'il est reparti sans capital fixe, il a quand même créé suffisamment de richesse pour pouvoir mener le même mode de vie que les Anglais sur son île où il n'y a rien. C'est quand même ça l'histoire de Robinson Crusoe, d'accord. C'est-à-dire que vous prenez un Anglais, vous le mettez sur la Lune, il va vous refaire l'Angleterre. Et il va vous lever le Union Jack en chantant God Save the Queen à la fin. Bon. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, l'île mystérieuse de Jules Verne, c'est à peu près la même histoire, d'accord. Mais en plus, comme toujours avec Jules Verne, c'est plus technologique. C'est-à-dire, il y a un bateau qui fait naufrage, les survivants nagent jusqu'à la côte, et alors dans les survivants, vous savez, il y a un type qui a été condamné aux galères, des jeunes gens, le capitaine, qui est évidemment un mec qui a fait des études d'ingénieur et donc il sait tout faire. Et alors là, sur l'île, il recrée absolument toute la civilisation. Alors c'est pas britannique dans ce cas-là, mais c'est américaine. Mais donc c'est tout juste s'ils font pas des chemins de fer et des usines sidérurgiques, d'accord. Mais ils refont tout, d'accord. Ils font de la poudre à canon, pardon, pas de la poudre à canon, de la poudre sans fumée. Donc ils font du nitrocellulose, ils vont à la chasse. Ils refabriquent une société avec la même hiérarchie que dans la société américaine, etc. Donc l'idée c'est quand même que, en fait, si les sauvages sont sauvages, c'est parce qu'ils sont sauvages, mais nous autres Anglais, ou Américains, enfin nous autres anglophones, il n'y a même pas besoin de nous donner un capital de départ. De toute façon, on va réinventer toute l'histoire humaine, même si vous nous mettez au milieu du Sahara, on va tout reconstruire. Bon, ça c'est la vision en 1939. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, on a un peu évolué depuis. Alors d'abord, on a évolué depuis 1939 parce qu'on a fait des trucs nouveaux, mais surtout sur la façon qu'on a d'interpréter l'histoire économique des 200 dernières années. On sait maintenant que si on met un Anglais tout seul au milieu du désert, d'abord il va mourir de soif. S'il a un peu de chance, il va croiser les Touaregs,
Et il va surtout essayer d'apprendre à parler amazigh pour communiquer avec les Touaregs, et puis après, on verra s'il leur apprend à chanter God Save the Queen, mais finalement, c'est assez secondaire. Bon, alors ça, c'était pour la caractérisation macro. Caractérisation macro, c'est qu'on voit que la population augmente, le PIB augmente plus vite, et il y a des pays où, du coup, enfin, il y a des pays, dans les pays du groupe A, le PIB par tête augmente de manière spectaculaire, surtout à partir de 1750. Et donc, c'est ça qu'on va appeler la grande divergence, d'accord? C'est le moment où ça diverge. Et qu'est-ce qui diverge? C'est le PIB par tête. Et ce titre, Grande Divergence, c'est le titre d'un ouvrage de Ken Pomerantz, qui est un truc qui a fait un grand succès de librairie il y a une quinzaine d'années. Et c'est un peu ce qu'on va essayer d'expliquer après l'avoir présenté. Mais si on veut, alors le truc macro c'est bien, mais dire que les quantités changent, ok, et alors on va essayer de donner une lecture un peu micro pour essayer de comprendre ce qui change dans la vie des personnes, d'accord, pour mettre un peu de chair sur une description qui pour l'instant est purement statistique. Et la micro, on va l'aspect microéconomique de cette croissance économique, on va l'attraper à travers deux catégories. D'un côté, le minimum de subsistance, ce que les gens mangent et comment ils mangent, et de l'autre côté, la question de la mortalité. Parce que là aussi, on va voir qu'il y a des changements très importants. Bon alors, le minimum de subsistance, c'est quoi? Justement, le minimum de subsistance, c'est le 1$ par jour. Quand on compte dans les mêmes dollars que les dollars de Madison, d'accord? C'est-à-dire que le minimum de subsistance, en 1990, la Banque mondiale disait c'est 1$ par jour. En fait, aujourd'hui, c'est plus 1$ par jour. Quand on est en parité de pouvoir d'achat, non pas 1990, mais 2011, c'est à peu près 2$ par jour. Vous me direz, ça ne fait pas une grande différence, parce qu'avec 2$ par jour, vous n'allez pas très loin non plus. D'accord? Mais on considère que c'est le minimum de subsistance, évidemment pas en France. C'est-à-dire que en France, avec 2$ par jour, c'est un peu compliqué. Mais il y a des pays dans lesquels on peut survivre avec 2$ par jour. Survivre, c'est survivre, d'accord? Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire survivre? En fait, c'est la première fois que... c'est la deuxième fois que vous rencontrez le nom de Allen. Parce que je vous ai déjà dit, le bouquin de référence, c'est le bouquin d'Allen qui est sur le site du cours. Allen a fait en particulier une étude avec Bassino et d'autres pour essayer de montrer ce que c'était que ce minimum de subsistance. Et donc il a construit un régime alimentaire qui permet d'obtenir 2000 calories par jour et 90 grammes de protéines, qui sont le minimum quand vous travaillez physiquement, d'accord, plus de la toile pour s'habiller quand même, et éventuellement de la lumière pour y voir, et du chauffage quand on habite dans les pays du Nord. Donc ça donne quoi? Voilà ce qui est le minimum de subsistance calculé par Allen. Donc c'est 167 kg de céréales par personne et par an. Ça apporte à peu près 80% des calories. C'est 20 kg de légumes secs par personne et par an. C'est 5 kg de viande par personne et par an. C'est 3 kg de matière grasse par personne et par an. Bon, plus, il faut ajouter du savon. Enfin, vous pouvez aussi ne pas vous laver, mais là, c'est du minimum de subsistance, mais c'est plus préhistorique, on va dire. Vous pouvez aussi ne pas vous habiller. Enfin, là, vous risquez d'avoir des problèmes avec la maréchaussée, puisque les outrages publics à la pudeur, je vous rappelle, sont des délits. Vous pouvez aussi ne pas vous éclairer. Enfin, bref. Mais le nœud du minimum de subsistance, c'est que, en gros, ça consiste à manger 500 grammes de céréales par jour, 60 grammes de légumes secs qui vous apportent des protéines végétales, une quinzaine de grammes de viande par jour, autrement dit, vous mangez de la viande une fois par semaine, d'accord, et 10 grammes de matière grasse par jour. Effectivement, c'est un chouette régime. Et ça, c'est quoi? En gros, c'est le régime que... quand est-ce que ça commence, ça? Quand est-ce que l'humanité commence à manger comme ça? Quand on invente la cantine? Non, pas tout à fait. Non, c'est au néolithique, d'accord? Puisque avant le néolithique, donc avant qu'on invente l'agriculture, donc avant qu'on se mette à domestiquer les plantes, enfin avant qu'on se mette à sélectionner des variétés de plantes qui vont permettre de cultiver des céréales primitives, mais dont on va tirer du grain, avec lequel on fera de la bouillie, du pain pour les céréales panifiables, des galettes, enfin ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est comme ça que vous mangez les céréales. Vous ne broutez pas les blés à même l'épi dans les champs, d'accord? Et donc, en gros, avant cette période qui commence en 5000 avant Jésus-Christ au Moyen-Orient, ou plutôt vers 2-3 000 ici, le régime alimentaire, ça consiste à manger des baies, d'accord, donc des fruits qui poussent sur les plantes, éventuellement des champignons, enfin en gros ce qui pousse, quoi, d'accord, c'est le régime de cueillette, plus la chasse pour les protéines animales. Ce qui fait, soit dit entre nous, que les hommes de Néandertal, enfin surtout Cro-Magnon en fait, parce que Néandertal il n'est pas foutu pareil, mais Cro-Magnon c'est notre grand-père commun.
à quelques générations, on a tous le même ancêtre. Et Cro-Magnon, il mangeait bien, puisqu'il mangeait de la viande et des fruits, donc il avait un régime alimentaire sain, donc il mesurait en moyenne 1,80 m pour les garçons. D'accord. L'invention de l'agriculture, on se met tous à manger des céréales, la taille moyenne, elle est, pour les hommes, elle est inférieure à 1,60 m en France au XVe siècle. D'accord. Bon. Donc de fait, ce régime-là, c'est le régime de l'humanité, on va dire, au cours à peu près des 7000 dernières années, enfin ça dépend où on est, mais dans les, en gros, autour du bassin méditerranéen, pendant les 7000 dernières années. Et vous voyez que c'est un minimum de subsistance, dans la mesure où là-dedans, il n'y a que de la subsistance. D'accord. Il n'y a pas de ticket de cinéma, ils ne vont pas chez Euro Disney, il n'y a pas papa rachète-moi un mobile, il n'y a pas d'abonnement Spotify, enfin, il n'y a rien. D'accord. Il y a je bouffe, et ça me donne les calories, et on verra demain. Bon. Donc ça, c'est 2 $ par jour. Aujourd'hui, où c'est 1 $ par jour dans la typologie de Madison. Et donc, quand on dit en l'an 1000, on est à 400 $ par tête en moyenne, ça veut dire en l'an 1000, 99% de la population, c'est ça. Alors après, les céréales, c'est du blé en Europe du Nord, ça va être du blé dur en Europe du Sud avec laquelle on fait des pâtes, du moins à partir du XIVe siècle. Ça va être du riz en Asie, ça va être des châtaignes en Corse, enfin bon bref, mais en gros, c'est des machins qui font des sucres lents, d'accord. Et donc, en l'an 1000, tout le monde est à ce régime-là, sauf les nobles, qui, effectivement, eux, peuvent manger du gibier, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire que le PIB par tête soit significativement différent de 400. Bon, c'est-à-dire de 1 $ par jour. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en gros de comprendre comment ce machin-là évolue. Et alors, là où ça devient sioux, c'est que l'ami Allen, non seulement il a représenté donc, ce minimum de subsistance, vous voyez qu'il est un minimum de subsistance parce que c'est juste le manger qu'il faut manger pour avoir les calories, d'accord, et pas parce que, ah non mais ça, moi j'aime pas les céréales. Alors, de toute façon, il n'y a que céréales ou céréales. Voilà. Et puis tous les jours, jusqu'à la fin de vos jours. Donc, de fait, le sujet de Allen, c'est non seulement d'identifier ce minimum de subsistance, mais aussi de voir comment on consomme dans le monde. Alors comment? À partir de documents ethnographiques, historiques, qui permettent de constater qu'on retrouve la comptabilité d'un ménage qui nous permet de voir combien on dépense à Florence en 1425, etc. Et donc à partir de ça, Allen et ses complices nous produisent ce magnifique graphique. Et ce magnifique graphique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ratio revenu sur coût du panier de subsistance dans différentes villes à différentes époques. Donc, en gros, c'est combien on consomme dans ces villes entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, donc y compris pendant la période qu'on a caractérisée comme étant celle de la grande divergence. Donc, quel est le niveau de revenus des populations estimées non pas de manière absolue en dollars, mais en multiples du minimum de subsistance. Et alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que, là encore, ceux qui commencent, on a des estimations pour Londres et Florence en 1325, d'accord, donc au début du XIVe siècle. Alors pourquoi c'est important 1325? Parce que c'est juste avant la Grande Peste, dont je vous rappelle que c'est 1348-1349. Bon, et donc en 1325, le revenu des classes laborieuses, donc de ceux qui ne sont pas les nobles, d'accord, enfin de ceux qui ne sont pas les nobles ou les prêtres. Donc le revenu de ceux qui travaillent pour gagner leur croûte, c'est à peu près 1,25 fois le minimum de subsistance. Ça veut dire que concrètement, le peuple anglais ou du Contado de Florence, enfin de la Toscane florentine en 1325, il a de quoi manger et il a un petit surplus. Alors, ce petit surplus, c'est 25% de ce qu'il a à manger. C'est-à-dire qu'en gros, il peut manger de la viande le jour de fête, d'accord, et faire la bringue pour marier les filles ou quand les garçons ont 15 ans. Enfin bon, bref, il peut faire des fêtes, quoi, mais ça va pas au-delà, le surplus. Ce qu'on voit, c'est que ce ratio revenu sur coût du panier de subsistance, il augmente très rapidement entre 1325 et 1525. Donc ça, c'était mon hypothèse que un des effets de la Grande Peste, c'est probablement d'avoir diminué la population sans atteinte au capital fixe et donc d'avoir augmenté la productivité du travail. Mais ça, c'est hypothétique parce qu'on n'a aucune preuve. Bon, toujours est-il qu'apparemment, le niveau de vie augmente rapidement à Florence et à Londres. Et puis, on se met à avoir des estimations pour Vienne, d'une part, c'est en jaune, et pour Amsterdam, d'autre part, c'est en marron. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, en 1475, donc à la fin du XVe siècle, Florence, Vienne, Amsterdam, c'est des villes qui sont au même niveau de prospérité. Et là, on peut vraiment parler de prospérité. Londres est un peu en dessous, quand même.
Non, pardon, c'est Florence qui est restée un peu en dessous, Londres est au même niveau que Amsterdam et Vienne. On peut vraiment parler de prospérité parce que là, on voit que le revenu des classes laborieuses, c'est plus de 3 fois le minimum de subsistance. Donc ça veut dire que non seulement on mange, mais on mange bien et on a même du surplus, soit pour élever des enfants nombreux, soit pour, et vivants si possible, soit pour se former, investir, voyager, partir en vacances, non, je l'exagère, bien sûr, mais en tout cas manger bien et faire autre chose que survivre. Bon, et puis ce qu'on voit aussi, c'est que ça se met à baisser. À partir enfin, dès le XVe siècle en Italie, à partir de la fin du XVe siècle en Europe, il y a une baisse importante, et puis ça remonte. Vous voyez, il y a ensuite une remontée. Il y a eu une remontée pendant le XVIIe siècle en Angleterre, un peu aussi aux Pays-Bas, et puis les Pays-Bas rebaissent, et puis il y a une remontée très forte à la fin du XVIIIe en Grande-Bretagne qui porte le niveau de revenu des classes laborieuses britanniques à plus de 4 fois le revenu de subsistance. Alors que partout ailleurs, ça se dégrade. Et que chose intéressante, l'Italie, qui était quand même au top au XIVe siècle, se retrouve depuis le milieu du XVIIIe en dessous du niveau de subsistance, exactement comme la Chine ou l'Inde. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en dessous du niveau de subsistance ? Ça veut dire soit que vous crevez la dalle, et donc il y a des famines ou des épidémies, d'accord ? Parce que quand vous ne mangez pas pendant un certain temps, vous n'êtes quand même pas très en forme, et donc le premier microbe qui passe, boum, il vous tue, d'accord ? Soit que vous êtes obligé d'émigrer, d'accord ? Et ça, c'est un peu ce qui se passe quand même. Alors, en Italie, on a une combinaison des deux, d'accord ? Bon, donc en fait, si on regarde non plus seulement la macroéconomie du phénomène qui est la croissance, mais la microéconomie du phénomène qui est qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une première phase de croissance en Europe juste après la Grande Peste. Il y a des pays pour lesquels ça se dégrade très fort ensuite, c'est en particulier l'Italie et en gros l'Autriche, l'Empire austro-hongrois dans son ensemble. Il y a des pays qui repartent un peu, c'est les Pays-Bas. Il y a des pays qui repartent carrément, c'est la Grande-Bretagne. Et donc ça nous donne quand même des indications un peu plus nuancées que ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait l'impression qu'il y avait toute l'Europe qui croissait d'un coup. Et ça nous permet d'affiner le diagnostic vraiment dans le sens de... on a l'impression qu'il y a un peu les anglophones d'un côté, surtout si on met les néerlandais dans le même sac que les anglophones, et puis il y a un peu le reste du monde de l'autre. Et en particulier, le cas de l'Italie est particulièrement intéressant parce que, c'est un peu le cas de l'Autriche aussi, mais on peut se demander en toute raison, alors que ce qui a caractérisé, la manière dont on a caractérisé les pays européens, c'était que, en gros, à partir de 1500, ils se mettaient à croître, et puis à partir de 1750, ils se mettent à croître vraiment vite. Donc ça, on voit ça manifestement chez les Anglais, on voit ça un peu chez les Hollandais, c'est pas totalement clair, mais si on prend après 1825, ça va revenir. Mais alors les Italiens et les Autrichiens, ils ont l'air d'aller complètement à contre-courant. Et donc il y a peut-être une espèce d'histoire dans l'histoire qui serait de se demander, avant de se demander mais pourquoi ça marche, pourquoi est-ce qu'il y a une croissance si forte en Europe de l'Ouest, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de croissance en Italie et en Autriche. Alors l'Autriche, on peut dire, mais ça c'est l'Europe de l'Est. Donc on réglera la question de l'Europe de l'Est un peu plus tard. L'Italie, c'est que ça peut quand même difficilement faire partie de l'Europe de l'Est. D'accord ? Bon, alors quoi ? Alors, en fait, là, il y a un gros... c'est une grosse énigme historiographique, cette affaire, d'accord ? C'est une grosse énigme historiographique, c'est-à-dire que il y a 1 million d'historiens qui ont écrit sur pourquoi, pourquoi en gros, l'Europe connaît une crise de croissance au cours du XVIIe siècle. Mais il faut quand même en rendre compte un petit peu, parce que si on n'en rend pas compte un petit peu, tout ce que je viens de vous raconter sur le fait qu'il y avait quelque chose de très particulier en Europe, qui était le fait que la croissance démarrait à partir des grandes découvertes, vous allez me dire, c'est n'importe quoi, puisqu'on voit qu'au XVIIe siècle, ça ne marche pas. Alors justement, il y a ce que Eric Hobsbawm, qui est un historien anglais, a appelé dans un article de 1954 « The Crisis of the 17th Century », donc la crise du XVIIe siècle. Et depuis, cette crise du XVIIe siècle, c'est devenu en soi un sujet. D'accord ? Comment est-ce qu'on explique ? Y a-t-il des explications à la crise du XVIIe siècle ? Alors, y a-t-il des explications à la crise du XVIIe siècle ? Bon, en fait, l'archi-spécialiste de la crise du XVIIe siècle, c'est John Jeffrey Parker, dont le livre, j'ai mis l'article et le livre sur le site du cours. L'article, ça présente l'avantage d'être un résumé assez rapide du livre. Le livre, alors c'est en particulier bien si vous souffrez d'insomnie, ça peut marcher. Quoique ça peut vous intéresser et vous emmener jusqu'au bout de la nuit. Mais sinon, si vous prévoyez de partir sur une île déserte, ça va vous occuper un certain temps. La thèse de Parker est intéressante parce qu'il essaye de mettre en perspective la guerre, la croissance et les problèmes climatiques. Du coup,
ça a une espèce de résonance moderne. Je dois vous avouer que je ne suis absolument pas convaincu par Parker pour des raisons que vous allez voir ensuite. Enfin, c'est assez rapide. Mais au moins, on peut le suivre sur le diagnostic. C'est-à-dire que ce qui se passe au XVIIe en Europe, et une des raisons pour lesquelles on peut voir une baisse du revenu, et en particulier quand il est mesuré en termes de multiples du ratio du niveau de subsistance, la première chose qui frappe en Europe au XVIIe, c'est la guerre. Pourquoi c'est la guerre? Bon, d'abord, on a des conflits externes majeurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, comme son nom l'indique, elle dure 30 ans, mais il faut se méfier parce que la guerre de 100 ans ne dure pas 100 ans. La guerre de 30 ans, elle dure vraiment de 1618 à 1648. Et cette guerre de 30 ans, elle se passe au centre de l'Europe, c'est-à-dire qu'en gros, le champ de bataille de la guerre de 30 ans, c'est l'Allemagne actuelle, enfin, qui à l'époque est constituée de plusieurs dizaines d'États, d'accord? Et le résultat de tout ça, c'est 8 millions de morts. 8 millions de morts, pas forcément directement à cause des opérations militaires, d'accord, mais aussi parce que, comme les armées n'ont pas de service logistique, il n'y a pas d'approvisionnement, ben, la manière dont les troupes en campagne se nourrissent, ça consiste à piller les populations civiles, qui essayent de se défendre. Donc parfois l'armée tue les civils, ce qui est déjà une chose assez intéressante. Mais en outre, quand les civils n'ont pas été massacrés directement, ils meurent de faim ensuite. Bon bref, donc tout ça pour dire qu'il se passe des trucs. Il y a en plus des guerres d'indépendance. Alors, en particulier, il y a la révolte du Portugal, puisque le Portugal a été envahi par l'Espagne sous Philippe II. Il y a la révolte de la Catalogne, qui est là aussi sous l'administration espagnole. Il y a la révolte de Naples, qui est encore sous l'administration espagnole. Mais il n'y a pas que les Espagnols, puisqu'il y a aussi en France la Fronde, qui est au départ une espèce de mouvement des nobles, mais qui devient quasiment une guerre civile. Et puis il y a la guerre civile anglaise, qui dure quand même une dizaine d'années, et où certes le roi est décapité, mais pas seulement, d'accord. C'est que les guerres civiles, quand même, au bout du compte, ça finit par faire des morts, ne serait-ce que parce que quand les gens sont occupés à se taper dessus, ils sont plus occupés à faire à manger. Bon. Voilà, donc de fait, ça, c'est pas très bon pour la croissance du PIB. Hein. En général, quand vous êtes occupé à trucider votre voisin, vous n'avez pas le temps de produire autre chose que des morts, donc c'est pas très bon. Mais alors en plus, ça c'est pour l'aspect matérialiste, mais là il y a aussi un aspect idéaliste qui vient vous dire, oui mais attendez, si vous avez des guerres civiles, c'est que c'est une remise en cause soit du pouvoir politique, soit de l'Église, puisqu'il y a quand même un mouvement protestant qui s'est installé depuis plus d'un siècle, mais en gros, il y a une contestation de l'absolutisme, de l'ordre politique, et ces troubles vont au-delà simplement des guerres civiles, mais contestation générale. Alors à l'époque, on ne dit pas du capitalisme, d'ailleurs, il n'y a pas de mot pour désigner les choses. Enfin, aujourd'hui, on dirait contestation du capitalisme, donc en gros, ça ne va pas et ça ne marche pas. Bon, alors en plus, là-dedans, il y a indépendamment des famines locales, il y a des vraies grandes famines, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une vraie grande famine entre 1659 et 1662 dans toute l'Europe. Il va y avoir je ne sais pas compter, mais quelques millions de morts. On a parlé de la grande famine de 1693-94 en France, avec 1 million de morts en France, mais il y a aussi 25% de la population de la Livonie, donc les actuelles Lettonie, Lituanie, il y a une partie importante de la Pologne, bon bref, il y a plein de morts aussi. Et puis, en plus de ça, les comportements démographiques changent, c'est-à-dire que les gens, en tout cas dans les pays protestants, on se met à faire du contrôle des naissances, donc si on fait moins de naissances et plus de morts, ben, mécaniquement, la population baisse. Bon, bref, tout ça fait qu'il se passe des trucs considérables en Europe. Est-ce à dire alors que pour autant on a une crise du XVIIe siècle? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une crise du type de celle que Malthus a décrite, c'est-à-dire que il y a des moments où la population progresse, mais la production alimentaire ne progresse pas assez, donc famine. Et puis là-dessus, on rajoute des guerres. Du coup, ça fait baisser la population. Du coup, il y a assez à manger, mais du coup, les enfants, les naissances des enfants sont vivantes, mais on se retrouve rapidement avec plus de population que quoi les nourrir, etc. Donc, on a vraiment un problème de conflictualité et de démographie en Europe. Et puis, en fait, dans les années 80, le développement de la World History a montré qu'à la même époque, on a aussi des problèmes dans la Chine des Ming, en particulier parce que la dynastie Ming s'effondre en 1644, et au Japon, on a aussi des problèmes, d'abord avec une série de rébellions au sud, et puis en 1638, le shogun décide de fermer le pays complètement. Il n'y a plus qu'un port qui communique avec l'étranger, mais le seul fait de parler avec des étrangers est puni de mort, comme vous le savez. C'est ce qu'on appelle le sakoku. Et on fait ce genre de truc, en général, quand ça va mal. D'accord ? Donc, du coup, la communauté scientifique historienne s'est dit, si partout en même temps, alors, dans la forêt amazonienne, il s'est sûrement passé plein de trucs, mais il n'y a pas de chronique écrite, d'accord ?
Mais en gros, si ça va mal en Europe, ça va mal en Chine, ça va mal au Japon, on a l'impression que ça va mal partout. Et donc on se dit qu'il doit y avoir une cause commune, et là l'idée de Parker, c'est de dire bah, la cause commune, c'est qu'il y a un événement climatique qui fait que partout, les conditions de vie sont devenues plus difficiles. Et alors cet événement climatique particulier, c'est un truc dont on avait commencé à parler à la fin des années 60, sous l'impulsion d'un géographe, enfin historien et géographe français qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie, qui avait développé l'idée qu'il y avait un petit âge glaciaire, c'est-à-dire un moment où, entre en gros le XIVe siècle et le milieu du XIXe, le temps s'était refroidi. Et comme le temps s'était refroidi, il y avait plus d'hiver plus d'été humide qui faisait qu'il y avait plus de mauvaises récoltes. Comme il y avait plus de mauvaises récoltes, on avait effectivement plus de problèmes de subsistance et donc plus de famine. Ça causait des troubles politiques parce que les gens, quand ils ne bouffent pas, ils ne sont pas contents contre eux. Enfin, ils sont même fâchés envers le gouvernement et donc ils se révoltent. Et donc c'est ça qui engendrait éventuellement des troubles civils, voire des guerres, puisque en gros, quand chez les voisins, vous voyez qu'il y a une guerre civile, vous dites c'est le moment d'attaquer, comme ça je vais les envahir. Et qu'en fait, tout était parti du climat. Et donc c'est pour ça que la thèse de Parker a un intérêt contemporain, c'est que, en gros, l'idée de Parker, c'est les désordres qu'on observe dans l'Europe du XVIe, XVIIe, sont la préfiguration de ce que nous allons voir maintenant, puisque c'est les désordres du climat qui ont engendré les troubles sociaux, qui ont engendré tout ce qu'on a vu, qui a abouti certes à la Révolution française et à la Révolution industrielle, mais entre les deux, il y a eu des conflits absolument terribles avec des millions de morts. Bon, et donc l'idée de Parker, c'est qu'on est en train d'entrer dans une même période de troubles climatiques que ce qu'on a déjà vécu, mais que ce coup-là, ce qu'on risque, c'est vraiment l'effondrement de l'humanité et de la civilisation. Voilà, sinon, bon appétit. Ça c'est une version des choses, qui consiste... Alors, version des choses qui aboutirait à dire, regardez, il y a un accident climatique, mais dès que l'accident climatique est résorbé, pouf, l'Europe repart sur sa trajectoire de croissance. Bon, en fait, la difficulté de mesurer le petit âge glaciaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de courbes de température du XVIIe siècle, encore moins du XVIe et encore moins du XVe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mec qui s'amusait à mesurer la température, et ceci pour une raison simple, c'est que le thermomètre, c'est une invention du XVIIe siècle, donc on ne peut pas mesurer la température au XVIe. Non seulement c'est une invention du XVIIe siècle, mais en plus il n'est pas forcément bien... Enfin bon, bref. En gros, on n'a pas de mesure. Alors comment est-ce qu'on mesure? On va mesurer avec le nombre de fois où la Tamise a été prise dans les glaces, où la Seine a été prise dans les glaces, et donc on va se retrouver à compter des trucs qui sont quand même extrêmement fragiles, d'accord? Ça peut compter le nombre de fois où la Tamise a été prise dans les glaces, et puis dire, ah ben regardez, entre 1527 et 1576, la Tamise a été prise 27 fois dans les glaces, et donc en moyenne il fait plus froid qu'eux. Si vous regardez le nombre de gagnants à 5 numéros au loto, c'est pas le même nombre d'une fois sur l'autre, d'accord? Et donc de fait, ça signifie pas grand-chose, puisque les conditions dans lesquelles le loto sont tirés restent toujours les mêmes. Et de fait, il y a deux statisticiens qui ont montré que, en gros, ça, en haut, alors, en fait, ça, c'est pas les courbes du tutage glaciaire, d'accord? Mais simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bruit blanc, donc en gros, ils ont pris un processus stochastique qui fait un tirage aléatoire périodique. Le bruit blanc, quand vous mettez sur une représentation graphique toutes les observations du bruit blanc, ça vous donne le machin qui est en bas, c'est-à-dire une courbe qui va nulle part, d'accord? Mais si vous faites des moyennes mobiles sur 5 ans, ça vous donne la courbe du haut, et la courbe du haut, vous avez l'impression qu'il y a des cycles. Vous avez l'impression que ça baisse, et puis ça monte, et puis ça baisse, et puis ça monte, voilà. Et en gros, ce que disent les statisticiens, c'est typiquement les courbes de température vraies, c'est ce qui est en bas, et ce que les historiens ont reconstitué, c'est la courbe du haut, et ils disent, ah ben oui, il y a des cycles, mais simplement, les cycles, ils les fabriquent en faisant des moyennes. Et ils font des moyennes, pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas des données assez précises pour pouvoir prendre toutes les observations, en fait, ils font des moyennes entre le peu d'observations qu'ils ont, et donc ça leur donne un machin où ils ont l'impression de voir des cycles. Mais ça s'appelle l'effet Slutsky. Alors c'est bien parce que vous avez peut-être déjà croisé Slutsky, enfin en tout cas vous avez croisé en microéconomie. Slutsky, c'est un statisticien russe qui en fait a pour l'essentiel travaillé en Italie, en partie travaillé en Italie. Et il a fait deux trucs. Il a fait une contribution fondamentale en micro, donc vous verrez en microéconomie, mais il a aussi fait ce truc assez important en théorie des processus stochastiques, qui est qu'en gros, le problème des processus stochastiques, c'est que quand vous calculez des moyennes mobiles, vous fabriquez des cycles qui sont des artefacts. Bon donc, peut-être que le petit âge glaciaire n'a jamais existé. D'accord? Peut-être que c'est juste qu'on n'avait pas assez de données, on les a agrégées, et donc on a fabriqué un cycle là où il n'y en avait pas. Mais il y a des éléments plus importants qui permettent de penser qu'il n'y a pas de petit âge glaciaire. Et alors, c'est un truc que j'ai lu cet été, parce que, bon, cet été, pour tout vous dire, j'étais en vacances en Toscane, et ce truc de Allen, c'est-à-dire l'idée que
le revenu par tête dans les États de Toscane s'est mis à baisser à la fin du XVe siècle, et que ça a baissé sans cesse jusqu'au XVIIIe, ça m'obsède. Pourquoi ça m'obsède? Enfin, ça m'obsède. Ça ne m'empêche pas de dormir non plus, d'accord, mais... Non, mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que quand vous allez en Toscane, il va de soi qu'il y a quelque chose de spécial dans cette région. C'est-à-dire que, de fait, vous regardez la quantité de monuments historiques, pour aller vite, même si c'est une catégorie un peu pas très satisfaisante, mais vous regardez le degré de raffinement de la civilisation italienne au début du XVe siècle, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que, bon, en gros, les types qui peignent là-bas, ils savent peindre. Mais vous savez par ailleurs qu'ils ont développé l'arithmétique commerciale, c'est-à-dire qu'ils ont des méthodes de calcul pour la comptabilité qui vont beaucoup plus vite que les Arabes, qu'ils ont pris les chiffres arabes. Ils ont développé la comptabilité en partie double, ils ont développé... ils n'ont pas seulement fait de la peinture, ils ne peignent pas seulement des madones. Je veux dire, toute la civilisation matérielle était à un très haut niveau au XVe siècle en Toscane. Et on a l'impression que, en gros, 5 siècles après, ils sont tombés au fond du trou. Et donc, ça choque tellement qu'on veut comprendre pourquoi. Alors, le truc de dire, c'est le petit âge glaciaire, en fait, vous comprenez, les mecs, ils étaient en Toscane, ils avaient leurs oliviers et leurs châtaigniers, et puis un coup, ça gèle et ils crèvent la dalle. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais en fait, alors, à force de lire des quantités de trucs, je suis tombé sur l'article suivant qui m'a paru assez intéressant. En fait, c'est 4 Italiens, un peu maniaques, ils se sont amusés à relever tous les foyers où il y a du bois qui a été brûlé, depuis 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 1300 après Jésus-Christ, tous les foyers qui étaient répertoriés par les archéologues en Toscane. Pourquoi en Toscane? Je ne fais pas une fixation sur la Toscane, il fallait bien qu'ils s'arrêtent à un endroit. Bon, donc, ils ont été chercher le matériel, le résidu de ces foyers, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher le reste de charbon de tous ces foyers. Et ils ont tout examiné au microscope pour savoir quel bois on brûlait. Et ensuite, ils ont construit des proportions des différentes essences végétales à chacune des périodes qui correspondaient aux foyers qu'ils ont fait brûler. Alors, il y avait déjà une technique qui était en fait d'aller regarder les pollens dans les sédiments des lacs. En Italie, il y a plein de lacs. Or, les pollens, une année X, il y en a évidemment qui vont sur la terre, mais il y en a qui vont à la surface des lacs. Ils sont attirés ils sont mangés par les poissons, par truc, par machin, donc ils finissent au fond du lac. Et donc, on finit par avoir une sédimentation des pollens des différentes années. Et en faisant un carottage de la vase qui est au fond des lacs, on peut avoir une idée des essences végétales. Le problème, c'est que c'est très imprécis. Pourquoi c'est très imprécis? Parce que les poissons qui mangent les sédiments, le temps qu'ils se décomposent, c'est rebrassé ensuite parce qu'il y a un gros machin qui va au fond du lac et qui brasse tout. Du coup, en fait, même si, en gros, quand vous ne trouvez pas du tout d'une essence végétale dans les sédiments d'une certaine période, vous dites que c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, quand vous en voyez apparaître, c'est que vous dites que ça apparaît. Donc, ça marche sur le mode 0,1, d'accord? Mais pour vous donner les proportions des essences, ça ne marche pas bien. C'est d'ailleurs ce qu'ont prouvé ces auteurs, parce que eux, ils savent exactement à quelle période rattacher le reste d'un foyer, puisque ils ont autre chose que les cendres, d'accord? Ils voient que le foyer a servi à de la métallurgie, parce que c'était des Étrusques il y avait un atelier de fabrication de lames étrusques au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, boum, ils savent dater le foyer, et ensuite, ils peuvent... Alors, ensuite, comment ils font? Ils ont un manuel de reconnaissance des essences végétales. Il suffit que les restes de bois, les restes de cendre fassent 4 mm de diamètre, et au microscope, ils arrivent à reconnaître. Vous imaginez quand même le bonheur d'aller analyser 2456 échantillons, 2456 foyers dans lesquels il y a plusieurs morceaux de trucs, il faut les regarder un par un pour voir ce que c'est. Il y a quand même des gars qui sont des grands maniaques. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'ils prouvent? Au bout du compte, ils prouvent que la preuve essentielle du point de vue de ce petit âge glaciaire, c'est que, contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui en Toscane, où il y a des champs d'oliviers, des oliveraies, et des châtaigneraies, il y a certes des arbres, des châtaigniers et des oliviers qui sont plantés de manière individuelle, mais il n'y a pas de plantation de châtaignes ni d'olives. C'est-à-dire que, et ça c'est encore le cas au XIIe siècle, c'est-à-dire que jusqu'au XIIe siècle, on trouve très peu de bois de châtaignier et de bois d'olivier dans ce qui est brûlé. On commence à en trouver à la fin de la période. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est planté comme olivier et comme châtaignier en Toscane, c'est planté à partir du XIIIe siècle. Alors pourquoi c'est important? Parce que s'il y a un petit âge glaciaire, c'est pas exactement le bon moment pour planter des oliviers. Je veux bien que les gens au Moyen-Âge étaient un peu cons, d'accord? Si vous allez voir la vie de Brian de Monty Python, vous allez vous dire, quand même, ils sont pas très malins, d'accord? Ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils n'ont pas de téléphone portable.
Mais en plus de ça, ils plantent des châtaigniers, des oliviers pile quand ça gèle. Non, ben c'est donc que ça ne gelait pas. C'est-à-dire que si il y avait très peu d'oliviers, très peu de châtaigniers en Toscane en 1300. Il y en a beaucoup aujourd'hui, donc c'est qu'ils les ont plantés entre les deux. S'ils les ont plantés depuis 1850, ça c'est écrit quelque part, d'accord, on s'en serait rendu compte. C'est pas le cas. C'est donc qu'ils les ont plantés en plein pendant le petit âge glaciaire. Donc de deux choses l'une, soit c'est des nouilles, d'accord, et ils se disent ah tiens il gèle, je vais planter des oliviers. Soit c'est pas des nouilles, et dans ce cas-là ils plantent juste parce que ça gèle pas, donc c'est qu'il n'y a pas de petit âge glaciaire. Voilà. Alors évidemment, leur objet c'est pas de documenter le petit âge glaciaire, c'est de documenter la couverture végétale en Toscane, et ça c'est le deuxième point. Pourquoi c'est le deuxième point? Parce que c'est probablement, c'est à mon avis ce qui permet d'expliquer en partie le déclin du PIB par tête en Italie, et en particulier en Italie centrale. Bon, alors en fait, il y a deux trucs. Il y a probablement, une dégradation des termes de l'échange. Pourquoi une dégradation des termes de l'échange? Parce que, qu'est-ce que c'est la principale industrie italienne, qui n'est d'ailleurs pas une industrie, mais qu'est-ce que c'est le premier poste, enfin le truc qui rapporte le plus de fric aux Italiens à la fin du Moyen-Âge? C'est vendre des statues de la Vierge. Non. Qu'est-ce qu'ils font de manière notoire, les Italiens? Pardon? Alors, il y a les carrières de marbre, mais ça, c'est quand même beaucoup à usage interne, parce qu'ils sont quand même les premiers consommateurs. Oui. Voilà, il y a le commerce. Et en particulier, le commerce des épices. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, c'est les Italiens qui vendent le poivre dans toutes les cours européennes. Pour mémoire, le poivre, ça vaut plus cher que l'or. C'est-à-dire qu'un gramme de poivre, ça vaut plus cher qu'un gramme d'or. Et pourquoi ça vaut aussi cher? Tout simplement parce que la route commerciale pour aller chercher le poivre qui est produit dans les Moluques par là-bas, c'est-à-dire en gros dans l'océan Indien, ce n'est pas une route commerciale simple. C'est-à-dire que les Vénitiens ne vont pas dans les Moluques. Ils n'ont pas le moyen d'aller dans les Moluques. Donc ils vont à Alexandrie, dans le delta du Nil, où là ils commercent avec des marchands arabes qui sont arrivés par caravane d'Oman ou du Yémen, qui ont ramené au travers du désert d'Arabie le poivre, qu'ils avaient acheté dans les comptoirs justement qui donnent sur la mer Arabique, donc soit Sanaa, soit Oman, à des marchands indiens ou à des marchands chinois ou à des marchands, enfin peu importe, mais qui leur avaient apporté ça depuis les Moluques. Donc comme il y a un paquet d'intermédiaires, comme ça prend longtemps, comme en plus c'est pas des routes qui sont totalement sécurisées, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de la piraterie dans l'océan Indien, mais la piraterie au XIVe siècle c'est du délire intégral. Donc de fait, les opérations commerciales sont des opérations militaires. Et de fait, les taux de marge sont très élevés. Donc les Italiens gagnent un pognon de dingue, comme disait l'autre, dans le commerce du poivre, dans le commerce de la pourpre, qui est donc une plante, enfin c'est pas une plante, mais c'est un coquillage qui est écrasé pour faire de la teinture rouge. En gros, tous les produits extrêmement rares, les produits d'épicerie, voilà, aujourd'hui une épicerie ça ne fait pas rêver, mais ce qu'on appelle l'épicerie, c'est les épices, les teintures, etc. Tout ça, les taux de marge se comptent en centaines ou en milliers de pourcents, et donc les Italiens gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Le jour où il y a un Portugais qui s'appelle Magellan qui dit on va aller aux Indes, on prend un bateau et puis on fait le tour. Et prouvant de ce fait que la Terre était ronde, non, ça c'est pas exactement lui, mais enfin en gros, le jour où il a l'idée de naviguer autour de l'Afrique, en fait, Magellan, à sa deuxième expédition, il ramène autant en une seule expédition que tout le commerce vénitien en une seule année. Et donc, en fait, pour les Italiens, c'est la fin du commerce. Puisque, alors qu'ils vont aller acheter aux marchands arabes, ils vont certes faire des taux de marge élevés, mais la raison pour laquelle ils font des taux de marge élevés, c'est qu'ils sont obligés d'avoir une escorte militaire pour les galères, pour pouvoir se défendre des pirates barbaresques. Les Portugais, eux, ils partent avec 2, 3, 4 bateaux, ils vont acheter le poivre directement aux Moluques, ils le payent que dalle, et quand ils reviennent, c'est pas des centaines de pourcents qu'ils font, c'est des milliers de pourcents, et ils peuvent vendre moitié moins cher que les Vénitiens. Donc les Vénitiens sont ruinés. Et donc de fait, ça c'est dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire que leur commerce extérieur qui était florissant parce qu'ils avaient le monopole d'un commerce qui leur apportait beaucoup, ils perdent tout ça. Et donc ça a un effet sur leur PIB par tête, parce que ce truc qu'ils vendaient très bien, mais ils ne le vendent plus. Donc ça c'est un premier problème pour les Italiens. Et donc pas seulement pour les... Alors, on voit les Vénitiens, mais il y avait effectivement aussi les Génois qui faisaient le commerce du fil d'or, il y avait aussi les Florentins qui faisaient le commerce de la toile, enfin bref, il y a tout un tas de créneaux du commerce de luxe où les Italiens se font bousiller, d'abord par les Portugais, ensuite par les Flamands. Donc ils perdent ça. Et puis ensuite, alors,
si vous voulez, ce que montrent mes auteurs italiens, là, c'est qu'il se passe un truc bizarre, c'est que, manifestement, au cours du XIVe et du XVe siècle, la culture des céréales en Italie centrale recule au profit de l'élevage ovin, des moutons, d'une part, et de la plantation des oliviers et des châtaigniers. Alors pourquoi ça? Si je voulais être très économiste, je vous raconterais l'histoire suivante. Alors je ne suis pas sûr, hein, mais je vais vous la faire de manière économiste, et au moins, c'est une histoire plausible, mais je n'ai pas de preuves. Bon, alors mon histoire plausible, elle est la suivante. Vous imaginez la peste de 1349. Alors vous l'imaginez d'autant mieux qu'il y a un célèbre livre de Boccace qui s'appelle le Décaméron, qui a été écrit juste après la peste, qui est considéré comme le premier roman. D'accord ? Donc le Décaméron de Boccace, c'est quoi? C'est 10 jeunes gens et 10 jeunes filles, et pendant l'épidémie de peste à Florence, ils se sont retranchés dans une villa à la campagne, parce qu'évidemment la peste est en ville, et donc pour se protéger de la peste, ils sont entre eux, et pour passer le temps, ils se racontent des histoires. Et donc c'est le Décaméron, parce que ça dure 10 jours, et puis tous les jours, chacun raconte une histoire. Et en fait, c'est un roman qui est une série d'historiettes. D'accord ? Bon, et c'est évidemment une mise en abîme. Il y a l'histoire entre ces jeunes gens et ces jeunes filles, et chacun raconte des histoires. Bon, donc c'est la complexité de cette trame qui fait tout l'intérêt du Décaméron, qui fait que ça a intéressé les littéraires depuis très longtemps. Mais, donc en fait, l'impact de la peste a essentiellement été urbain. Et donc, en ville, il y a plein de morts, et dans ces plein de morts, il y a en particulier les gars qui font le commerce. Enfin, il y a les commis des maisons de commerce. Or, il faut que le commerce continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait après la peste? On augmente les salaires pour attirer les paysans. Enfin, pour attirer des gars qu'on fait venir de la campagne pour remplacer les morts. Et donc, de fait, on initie un mouvement d'exode rural qui est qu'il y a des bons salaires en ville pour attirer les paysans qui ont envie de travailler. Alors ça, c'est à peu près documenté. Mais en fait, cette dynamique d'exode rural, elle va être en fait renforcée par autre chose, qui est que Florence et Sienne se font la course à qui va en fait mettre dans son orbite le plus grand nombre de cités. Jusque-là, les cités sont indépendantes. Comment est-ce qu'on fait? On promet aux autres villes qui acceptent de s'allier une alliance militaire et on ne leur fait pas payer d'impôts. C'est quand même vachement alléchant. Vous avez peur que le voisin vous attaque pour venir vous piquer vos trésors. Il y a le gros d'à côté qui vient vous dire « T'inquiète pas petit, je vais te défendre et je ne te ferai pas payer d'impôts. » Hein? En fait, ils ne font pas payer d'impôts, mais ils ont une astuce, c'est qu'ils font payer un impôt aux troupeaux qui descendent des collines et qui viennent paître dans les plaines. Et donc, de fait, s'ils ne font pas payer d'impôts aux paysans, ils leur font supporter indirectement un coût qui est qu'ils laissent entrer des troupeaux qui transhument. Vous savez, la transhumance, c'est en gros, les moutons, l'hiver, ils broutent dans la plaine, et l'été, vous les faites remonter en montagne. Donc, parce que l'hiver, en montagne, il n'y a rien à bouffer. Et l'Italie, c'est quand même pas mal à pic, et donc les collines, c'est suffisamment haut pour qu'il n'y ait plus rien à bouffer l'hiver. Et donc, en fait, c'est surtout Sienne. Sienne invente cette idée de faire payer un péage sur la transhumance, mais ça met la pression sur les populations rurales. Et donc les populations rurales sont prises entre eux. Il y a des bons salaires en ville pour remplacer les gars qui sont morts, et pour une activité économique qui se développe encore au XIVe siècle. Et il y a une pression à la campagne parce que les moutons viennent tout bouffer. Et donc que croyez-vous qu'il advint? En fait, manifestement, l'activité agricole recule, puisque, au lieu de cultiver, de faire une culture intensive de céréales ou de jardin, on se met à planter des arbres. Or, le problème, si vous avez déjà été en Italie centrale, c'est que l'Italie centrale, c'est des collines qui tombent dans la mer, et en gros un littoral qui est sablonneux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les ruisseaux qui descendent des collines, ils sont piégés par une dune, ils stagnent là, et ça fait des marécages. Et quand il y a des marécages, il y a des moustiques, et quand il y a des moustiques, il y a la malaria. Et quand il y a la malaria, les gens crèvent. Voilà. Et donc en fait, l'Italie qui était le pays le plus avancé, cette Italie centrale, qui était le pays, et c'est vrai aussi dans la plaine du Pô, d'accord, donc autour de Venise. Donc l'Italie qui était le pays le plus avancé d'Europe, alors que visiblement dans le reste de l'Europe, la peste noire, ça a enclenché une logique vertueuse d'augmentation de la productivité du travail et probablement d'investissement. En Italie, ça a enclenché une logique visiblement perverse d'augmentation des salaires, de déprise agricole et de diffusion de la malaria. Voilà. Alors pourquoi cette histoire m'obsède? Parce que quand vous y pensez, le fait d'avoir de l'exode rural, l'effondrement de l'agriculture et du chômage en ville, qui fait qu'au total, le PIB par tête baisse, et qu'on a plein de jeunes de disoccupati qui crèvent la dalle en ville,
Ben, c'est exactement ce qu'on voit dans des pays émergents, ou dans des pays qu'on appelait pudiquement en voie de développement, mais qui ne se développaient pas vraiment, qui sont des pays où il y a donc un exode rural fort et où il y a des gens en ville qui n'ont pas de travail, parce qu'à la campagne, il n'y en a pas non plus, et l'agriculture ne marche pas non plus, parce que l'agriculture vivrière est attaquée par l'agriculture commerciale. Et donc, de fait, l'Italie a probablement connu une involution qui connaît à peu près les mêmes logiques et les mêmes difficultés que ce que l'Afrique a connu depuis la décolonisation. Comme quoi, c'est pas le fait d'être européen, d'être blanc, de vivre en Europe de l'Ouest, je ne sais pas quoi, qui change les choses. C'est vraiment des logiques économiques qui sont à l'œuvre, comme les prix relatifs, le coût du capital, etc. Bon, et donc c'est bien de ça qu'on va causer. Alors, ce récit que je vous ai fait est totalement hypothétique, d'accord? C'est que peut-être que la raison pour laquelle le PIB par tête baisse en Italie, c'est une conjonction de guerre, certainement la baisse des termes de l'échange, et peut-être un problème d'exode rural et de déprise agricole. Le dernier, c'est pas sûr, c'est pour ça que dans le cours, vous avez, c'est entre crochets, anecdotes hypothétiques, c'est hypothétique parce qu'on n'en est pas sûr. En revanche, le reste, le fait qu'il y ait des guerres et le fait qu'il y ait une dégradation des termes de l'échange, ça fait aucun doute. Bon, alors, on retiendra de l'étude de ce graphique, de ce graphique qui était le graphique que Allen nous avait fait, là, qui présentait le revenu par tête exprimé en multiples du minimum de subsistance, d'accord? Donc on retiendra de l'étude de ce graphique qu'on a une hausse à la fin du Moyen-Âge, puis on a une baisse au XVIIe, dont on peut penser qu'elle est liée certainement à la conflictualité en Europe, pour certains pays, à une dégradation des termes de l'échange, c'est le cas de l'Italie, après des choses plus hypothétiques, et puis on a une remontée en Angleterre qui est liée à la révolution industrielle, au démarrage de la révolution industrielle. Et donc manifestement, alors pour certains historiens, c'est le petit âge glaciaire. Moi, j'y crois pas parce qu'il n'y a jamais aucune démonstration du petit âge glaciaire, à part de compter la fois où ça a gelé ou je ne sais pas quoi. Mais bon, ce genre de comptage, c'est pas l'épreuve, d'accord? Enfin, c'est des anomalies statistiques qui sont pas tant que ça des anomalies. Mais quand même, on a l'idée que la croissance de l'Europe, même si on a dit, du point de vue macro, il y a un taux de croissance qui commence à décoller à partir de 1500 et puis ça accélère fortement en 1750, d'accord, mais ça ne se fait pas sans à-coup. Voilà. Bon, alors ça, c'était la première caractérisation, c'était qu'est-ce qu'on mange. La deuxième caractérisation, c'est combien de temps est-ce qu'on mange et donc combien de temps est-ce qu'on vit. Donc on va regarder un peu l'espérance de vie. On va regarder en particulier, pour des raisons de simplicité, l'espérance de vie à la naissance. Je vous rappelle qu'on peut calculer l'espérance de vie à n'importe quel âge, puisque l'espérance de vie, comme son nom l'indique, c'est une espérance, donc il suffit de calculer l'espérance de la variable aléatoire âge au décès. Mais en gros, si on veut calculer l'espérance de vie, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez calculer l'espérance de vie d'une cohorte, d'un ensemble de gens, vous attendez que le dernier soit mort, et puis vous faites la moyenne des âges auxquels ils sont morts. Ça, c'est l'espérance de vie rétrospective. C'est l'espérance de vie exacte. C'est en moyenne combien ils ont vécu. Le problème, c'est que ça nous donne une information sur... Aujourd'hui, on peut calculer l'espérance de vie de la cohorte 1904. D'accord ? Manque de bol, 1903, pardon. Parce que je pense qu'il y a eu une personne de 115 ans qui en vit en France. Donc, de fait, même les personnes nées en 1904, on ne sait pas encore combien de temps elles auront vécu en moyenne, puisqu'il y a une personne qui est née en 1904 qui est encore en vie. Alors, les personnes qui sont nées en 1903, paix à leur âme, elles n'ont pas connu exactement la même vie que nous. D'accord ? Enfin, je me mets dans le même lot que vous, parce que même si j'ai quelques années de plus, mais parce que elles ont connu deux guerres, enfin même, oui, elles ont connu deux guerres, elles ont connu des niveaux de pollution qui n'étaient pas les mêmes, elles ont connu des habitudes alimentaires qui n'étaient pas les mêmes, etc. Bref, c'est pas la même mortalité. Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer l'espérance de vie des populations vivantes ? Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est que pendant une année, on calcule le taux de mortalité à chaque âge, et à partir de ce taux de mortalité instantané, on fabrique une courbe de survie. D'accord ? C'est-à-dire qu'on se dit qu'entre 0 et 1 an, la probabilité de décès, c'est 4 pour 1000. Et donc, on se dit que si on part avec une population de 1000 à la naissance, comme il y a 4% de décès, il va en rester 996 à 1 an. Et puis, le taux de décès entre 1 et 2 ans, c'est 2 pour 1000, donc il va en rester 994. Et on continue jusqu'à l'extinction de la population, parce qu'on a calculé les taux de décès moyens par âge, qui permettent de calculer une courbe de survie synthétique comme ça. Et quand vous avez la courbe de survie synthétique, vous en faites l'espérance mathématique et ça vous donne l'espérance de vie à la naissance. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on calcule les espérances de vie aujourd'hui. Bon alors, comment on calcule les espérances de vie ? Dans l'Égypte romaine, entre 33 et 258, c'est un peu moins précis, dirais-je. Hein, mais on repart avec les estimations de Madison,
Et qu'est-ce que nous disent les estimations? Alors, comment elles sont faites, les estimations de Madison? Ben, ce qui est bien, c'est que là, Madison l'explique. Donc, par exemple, pour l'Égypte romaine, on s'en fout, d'accord, mais pour la période qui va nous intéresser, par exemple, pour l'Angleterre, pardon, pas la Grande-Bretagne, mais juste l'Angleterre, on nous dit Family Reconstitution and Inverse Projection from Birth and Death Records. Donc, en gros, c'est une méthode micro qui consiste à aller regarder à reconstituer les familles et à inférer des âges de naissance ou de décès d'après le fait que, par exemple, quand les gens se marient, on dit qu'ils se sont mariés à tel âge, même si on n'a pas retrouvé leur extrait de naissance, on peut penser qu'ils sont nés à tel âge. Et donc, comme par ailleurs, on va trouver leur testament ou leur acte de décès, on va avoir un exemple comme ça de quelqu'un dont on a reconstitué l'âge de naissance et dont on a vraiment l'âge au décès. Donc en gros, alors là c'est un boulot de dingue, hein. Ça veut dire c'est des gens qui se sont tapés, c'est des médiévistes ou des modernistes, des historiens qui se sont tapés soit des registres paroissiaux, soit des contrats de mariage, soit des états de succession au décès, etc., pour reconstituer effectivement des biographies. Bon, de la même façon, on a des gens qui ont fait ça pour la France. Alors pour la Suède, c'est mieux parce que les Suédois, eux, ils ont un état civil qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir des années 1750, en Suède, il y a un état civil qui enregistre toutes les naissances. C'est les pasteurs de chaque paroisse qui doivent faire ça. Toutes les naissances sont enregistrées de manière rigoureuse et tous les décès sont enregistrés de manière rigoureuse. Donc les Suédois vont disposer dès les années 1760 de tables de mortalité, de tables de survie, qui sont exactes, puisqu'elles sont faites d'après des relevés de population. C'est pour ça que les plus grands actuaires vie du 18e et même du 19e sont des Suédois, parce qu'ils ont un matériel statistique exceptionnel. Bon. Mais au Japon, par exemple, on a aussi en fait, les temples tiennent des registres. Le problème, c'est qu'ils tiennent des registres plus des prêtres des temples et des moines des temples que des paysans. Donc, pas les mêmes modes de vie et donc probablement pas les mêmes courbes de mortalité. Bon, alors à partir de ça, on arrive à reconstituer des espérances de vie à la naissance. Ces espérances de vie à la naissance, ce qu'on voit, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle pour la France, c'est 25 ans. Et qu'en Angleterre, à la même époque, on est quand même nettement au-dessus, c'est-à-dire qu'on serait du côté de 35 ans. Bon, alors question, qu'est-ce que ça veut dire l'espérance de vie à la naissance? Comme on a dit que c'était la moyenne des âges au décès, ça ne veut absolument pas dire qu'en moyenne, que la plupart des gens vivent 25 ans en France. D'accord? Attention, l'espérance, ce n'est pas le mode de la distribution. D'accord, le mode, c'est la valeur la plus souvent représentée. Comme on va vraisemblablement avoir une asymétrie à droite, en fait, le mode, la plupart des gens vivent plus de 25 ans. Mais ce qui se passe, c'est que comme on a une mortalité infantile qui est énorme, ça va avoir un impact très fort sur l'espérance de vie. La mortalité infantile, où est-ce qu'elle est? Vous le voyez, c'est la troisième colonne, Death Rate per 1000 population in first year of life. Donc le taux de mortalité pour 1000 dans la première année de la vie, c'est ce qu'on appelle la mortalité infantile. Après, on dit, alors, ça dépend, il y en a qui disent mortalité périnatale, mais là on va dire, bon, alors la mortalité pendant la première année. Vous voyez que la mortalité pendant la première année, en France, dans les années 1740, c'est 293 pour 1000. 296, en gros, 30% des enfants qui naissent meurent dans l'année. Bon, ça a évidemment un effet fort sur l'espérance de vie, parce que quand 30% de la population a une espérance de vie de 0, de fait, l'espérance de vie, elle est amputée d'un tiers. Donc, si vous défalquez ce tiers, ça veut dire concrètement que le reste de la population, ceux qui ne meurent pas dans la première année, leur espérance de vie, c'est un tiers de plus, donc c'est 32 ans. D'accord? Bon, alors concrètement, ce qu'on va voir, c'est que on va voir qu'en gros, dans le tableau, dans les valeurs qu'on a là, on va pouvoir caractériser un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire le point de départ, ça va être le régime de mortalité et d'espérance de vie qu'on a en France en 1750. Pourquoi c'est le point de départ? Parce que vous voyez que la France de 1750 ne présente quasiment aucune différence avec l'Angleterre du XIVe siècle ou avec l'Égypte romaine. Alors oui, il y a une différence. Si on prend la différence entre la France et l'Égypte romaine, il y a 0,8 années, donc 10 mois d'espérance de vie de différence, et une mortalité infantile qui est de 329 au lieu de 296. Ça, c'est pas une différence, d'accord? C'est une différence de mesure, mais c'est dans l'épaisseur du trait. Mais l'idée, c'est que le régime démographique de la France, et en particulier l'espérance de vie en 1750, c'est la même chose que l'Égypte romaine au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, de fait, quand on disait avant l'an 1000, tout le monde est à égalité,
Pratiquement, si on considère la France, jusqu'en 1750, tout le monde est à égalité. La Gaule romaine, enfin, depuis l'invention de l'agriculture. Avant, c'est un peu différent. Avant, on n'a pas exactement la même vie, parce qu'il y a les bêtes sauvages, donc on meurt plus facilement d'accidents. Et puis, d'un autre côté, on est mieux nourri, donc on est plus fort. Mais à partir de l'invention de l'agriculture, et jusqu'en 1750, en France, il ne se passe quasiment rien. Bon. En revanche, on voit qu'en Angleterre et en Suède, c'est pas pareil, parce que eux, c'est des pays développés. Donc il a commencé à se passer des trucs. D'ailleurs, on verra qu'en Suède, en 1750, il y a déjà plus de 50% de la population qui sait lire et écrire. Et en 1800, la population suédoise, elle est déjà alphabétisée. Alors que chez nous, il faut attendre 1880 pour que l'école soit obligatoire, mais il faut attendre 1900 pour que ça ait fait de l'effet, plus d'un siècle après. Donc de fait, en France, en 1750, on n'est pas sensiblement, du point de vue démographique, c'est à peu près comme en l'an 1000, mais en Suède et en Angleterre, ça a déjà commencé à changer. Et ce qu'on va voir, c'est que si on regarde plus loin, si on regarde maintenant le régime démographique dans lequel on est nous, qu'est-ce que c'est que ce machin? Oui, pardon, là on a encore l'espérance de vie, mais cette fois-ci en 1820, en 1900, en 1950 et en 1999, ce qu'on voit c'est quoi? C'est que l'espérance de vie en France en 1850, bien sûr elle a augmenté puisqu'on est passé de 25 à 37 ans, enfin, ça fait quand même pas rêver. En 1900, on est encore à 47 ans d'espérance de vie, ça fait toujours pas rêver. En revanche, en 1950, on a vraiment creusé l'écart, puisque, en fait, l'espérance de vie en 1950, elle est plus de 2 fois ce qu'elle était en 1750. C'est-à-dire, de fait, l'espérance de vie, elle augmente pendant cette période de divergence du PIB, mais elle augmente quand même relativement lentement, puisque le moment où ça commence à avoir du sens de parler de retraite, c'est 1950. Avant, la retraite, c'est un phénomène individuel, mais ce n'est pas un phénomène macro, puisqu'en moyenne, les gens meurent à 65 ans. Donc si vous mourrez en moyenne à 65 ans, c'est pas la peine de s'ennuyer à fabriquer un système de retraite, puisque de toute façon, tout le monde est mort avant. Enfin, j'exagère, puisque justement, à cause de la mortalité infantile, en moyenne, les gens qui vivent un peu plus longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'en 1950, les vieux sont des personnes exceptionnelles. Parce qu'en gros, tout le monde meurt avant. Tout le monde meurt avant d'être vieux. Et or, ça, c'est quelque chose qui change. Et donc, le fait qu'il a changé, l'un des faits importants, c'est non seulement que l'espérance de vie a augmenté, mais qu'il commence à y avoir des vieux. Et donc, concrètement, que vous travaillerez pour payer ma retraite. Merci. Merci aussi de votre attention. On va arrêter pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.